nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous. Quelle place occupez-vous dans la politique éducative? Comment faites-vous face aux dépenses nouvelles, parfois générées sans concertation avec vos instances représentatives? Quelles priorités vous donnez-vous dans un contexte très tendu budgétairement? Eh bien, voici quelques-unes des questions qui sont posées par l'AMF au travers de ce forum, de ce nouveau forum annuel éducation. Et d'ici 90 minutes, à 12h30, on espère évidemment, avec la commission éducation de l'AMF, que vous aurez quelques éléments de réponse supplémentaires. Delphine Labalse et Frédéric Le Turc vont vous accueillir dans quelques instants. Nous accueillerons également Gabriel Attal pour son premier congrès à partir de 11h35. Et à partir de 12h, vous aurez l'occasion et de l'entendre et de le questionner. Mon nom est Bruno Leprat, je suis journaliste. Vous m'appellerez Bruno si besoin. Les organisateurs peuvent tout à fait me faire passer des petits mots si ça ne prend pas la direction qu'ils souhaitent ou si on veut insister sur certains axes éditoriaux de ce forum. Et je vous mènerai donc jusqu'à 12h35 pile. On partira tous en même temps que le ministre. Je laisse à Delphine Labalse, qui est donc la maire de Périgueux, également, bonjour madame, coprésidente de notre commission éducation de l'AMF, le soin, et de vous accueillir et peut-être de signaler quelques travaux de cette année ou à venir. Bien, bonjour à toutes et tous. On est ravis avec Frédéric de vous voir en vrai, puisque vous êtes un certain nombre, nous nous voyons en visio. Et donc, c'est toujours un plaisir chaque année pour dans le cadre de ce congrès de pouvoir vous voir en présentiel, comme on dit désormais. Donc oui, je vais juste prendre quelques instants pour retracer pour les personnes qui sont présentes les travaux de la commission école de l'AMF, donc sur des activités qui sont extrêmement variées. Alors, nous avons eu la particularité sur cette année de travailler avec 2 ministres différents. Nous avons terminé avec Pape Ndiaye et commencé avec Gabriel Attal. Donc les dossiers qui nous ont occupés cette année, ils sont tous autour de ce nouveau dispositif, ce programme pour l'école, on va dire, notre école faisons-la ensemble, dans le cadre desquels, notamment Frédéric, assiste au comité de suivi pour faire le point sur les mesures qui sont portées par l'État d'une part et les questionnements et les remarques des maires que nous sommes. Autre gros dossier qui nous a occupés avec Frédéric, c'est ce programme pour l'école, de rénovation des écoles, notamment de rénovation écologique des écoles, qui est une thématique que nous portons depuis 3 années et pour laquelle nous avons désormais une enveloppe dédiée de 2 milliards d'euros, je le rappelle. Donc ce dispositif qui sera animé sur les territoires par les préfets et les DDT et pour lesquels les maires devront remonter des propositions de rénovation d'écoles. Donc c'est un travail de longue haleine que de pouvoir disposer d'une enveloppe dédiée pour les écoles et sur la transition écologique. Nous avons aussi c'était rappelé hier par la secrétaire générale de notre association, parmi les activités de notre association ont été auditées sur le plan par les parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc j'ai retenu juste 2 thématiques. Le financement des écoles privées, qui nous a beaucoup occupé cette année, et puis sur les livres scolaires. Alors les livres scolaires, notamment en CP, c'est une petite audition que nous avons conduite, mais qui permet toujours d'éclairer les parlementaires sur la réalité de l'école d'aujourd'hui. Des entretiens avec la Caisse nationale d'allocation familiale au titre de la Convention d'objectifs et de gestion. C'était une année stratégique, puisqu'il s'agissait de pouvoir faire valoir notamment la revalorisation des dispositifs d'accompagnement du périscolaire et puis des rencontres avec le Haut Commissariat au Plan dans le cadre du CNR, notre école faisons-la ensemble. Donc vous le voyez, ce sont des activités particulièrement variées que nous avons et dans lesquelles nous nous attachons à chaque fois de porter la parole des maires. Enfin, sur le plan de la vie de la commission, nous avons eu une commission dédiée avec nos collègues d'outre-mer, toute une séance de travail qui a été extrêmement enrichissante et qui nous permet aussi d'éclairer à chaque fois que notre avis est demandé sous cet angle spécifique des territoires d'outre-mer. Nous avons aussi en prévision pour l'année à venir une commission sur la question de la montagne que nous allons organiser et évidemment
nous restons toujours à votre écoute pour toute question, avec toute l'équipe de l'AMF qui nous entoure évidemment et que je vous demande de bien vouloir saluer par vos applaudissements nourris. Merci beaucoup Delphine Labaix. Alors, l'équipe de l'AMF, notamment Sébastien Feribi ici et Nelly Jacquemot qui doit être ailleurs et que vous connaissez sûrement. Frédéric Leturc, l'enjeu de ce forum dont vous avez soigné chaque mot quant au thème. Alors vous le voyez sur l'intitulé ici, l'école se transforme mais pas sans les maires. En fait, c'est la question qui nous est posée, c'est la question qu'on se pose régulièrement. On sent en fait qu'il y a des volontés de faire évoluer le rapport de l'école et finalement de repenser peut-être son organisation, de repenser peut-être sa manière d'être placé dans l'écosystème en quelque sorte des politiques publiques nationales. On sait que l'école est très importante pour la réussite du pays. On sait que c'est aussi très important pour la réussite de nos territoires. Et nous, les maires, je pense que l'on veut continuer à jouer un rôle central pour que les compétences qui sont les nôtres soient finalement connues et reconnues pour ce qu'elles sont. Re-questionner peut-être sur la manière dont il faut éventuellement travailler ensemble. Et ça, on y est tout à fait prêt. Mais il est clair en fait qu'aujourd'hui, les collectivités locales n'ont pas obligatoirement des moyens, je dirais, inconsidérés et sans limite. Et forcément, quand Delphine rappelle l'ensemble des travaux, des chantiers, des sujets qui ont été à l'ordre du jour de nos échanges, la rénovation énergétique, l'évolution numérique, la sécurisation des établissements scolaires, et j'en sais quelque chose puisque vous le savez, l'attentat d'Arras, malheureusement, a rappelé combien il était important de travailler sur la sécurisation des établissements scolaires, tout niveau confondu. Là, en l'occurrence, c'était plutôt sur un niveau collège-lycée, renvoie à cette question à la fois des moyens, de quels moyens en fait disposons-nous pour pouvoir faire, des moyens, quels sont les moyens que l'État peut mettre sur la table pour venir soutenir en quelque sorte nos efforts, des moyens parce que la rénovation énergétique, qui est un sujet à long terme, ne peut-elle pas s'organiser en fait sur la base d'emprunts, et je vous lance cette idée, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire des emprunts un peu exceptionnels qui seraient en rapport avec le caractère exceptionnel aussi de ces sujets. Ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, et vous voyez, j'ai épargné l'enseignement privé, ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est de pouvoir écouter les questionnements qui seraient les vôtres. On a des invités à qui je vais laisser tout de suite la parole avec notre animateur de séquence. L'idée, c'est d'écouter en fait vos réflexions, vos problématiques, et puis de pouvoir, en fait, quand le ministre arrivera, faire un résumé de ce qu'on se sera dit, et finalement de l'aider à la fois à engager la conversation avec nous, et puis pour nous, de lui faire entendre un certain nombre de vos préoccupations, parce que c'est celle-ci, en fait, qui nous préoccupe le plus. Voilà, merci. Merci Frédéric Leturc. Vous gardez le micro. À tout moment, vous pouvez intervenir, relancer sur l'animateur, recadrer l'animateur, relancer éventuellement les intervenants. Et on va démarrer donc 3 temps dans ce forum, pardon pour ceux qui sont dans mon dos. Un échange spécifique avec certains de vos représentants, ou en tout cas des élus notamment, choisis par l'AMF. Ensuite, une libre parole sur les thèmes qui auront été abordés, ouverte à vous. Et ensuite, la rencontre et l'accueil du ministre avec un nouvel échange. Les 5 intervenants en question, je vais démarrer avec 3 maires qui sont autour de moi, que je n'ai pas forcément visionné. Où est Marie-Jeanne Bellamy? Et si cette élue des Trois-Moutiers veut bien me rejoindre, pardonnez-moi, je vais vous mettre en scène. Madame, vous êtes à la fois maire des Trois-Moutiers et puis représentante des maires de la Vienne. Voilà, bienvenue en cette enceinte du Congrès des maires. Ce n'est pas votre premier congrès, je devine? Non, ce n'est pas mon premier Voilà, congrès. c'est peut-être votre première prise de parole dans le cadre d'un forum? Entre autres. D'accord. L'éducation, pour vous, d'ailleurs, c'est quelque chose de très présent. Vous avez sûrement des adjoints sur le sujet. Dans quelle mesure ça représente une mission, une compétence qui vous est chère? Ça nous est cher parce que c'est l'avenir des enfants. C'est notre avenir, c'est ceux qui vont nous représenter, nous succéder. Donc c'est important, l'éducation nationale est vraiment important et très très important de nos jours.
Vous êtes également conseillère départementale. Il y a une école chez vous. Combien de classes? 5 classes. 5 classes. Peut-être la première question, il y a une bordée de 3 questions qu'on vous a réservées du côté de l'AMF. Tout d'abord, dans un contexte de baisse démographique, comment maintenir l'attractivité de l'école en milieu rural? C'est une question très large, mais à travers l'expérience des Trois-Moutiers, vous pouvez tout à fait la traiter. Il faut que nos communes soient attractives. Donc quand j'entends attractive, c'est-à-dire l'économie, l'accueil des personnes, c'est-à-dire le logement, et puis le numérique. Donc ces 3 points-là, si nous avons les équipements, nous pouvons accueillir un maximum de population. Ceci dit, on est un peu bloqué par le ZAN, en fait. Je pense que ça cause à tout le monde. Et arrêtons de limiter. J'entends qu'il faut protéger notre agriculture, mais je pense qu'il faut un compromis. Parce que nous n'y arriverons pas. On voit que nous avons une baisse de population, une baisse d'effectifs. Et si nous mettons rien et on ne nous donne pas la possibilité de continuer à maintenir notre population, je pense que ce sera un non-sens et nous ne pourrons pas garder nos écoles, heureusement. Quand on a parlé ensemble, vous avez évoqué aussi les RPI, quelque chose auquel vous, disons, qui attire vos faveurs. On voulait aller un petit peu plus loin avec vous. À quelles conditions un RPI se crée-t-il harmonieusement? Un RPI peut se construire dans une entente, dans la bonne ambiance, quand tout le monde est autour de la table, c'est-à-dire l'éducation nationale, bien évidemment, les élus, les maires ou les adjoints, et puis aussi les parents d'élèves. Parce qu'un RPI ne peut pas se construire sans. Et la concertation. Et il faut absolument que tout le monde joue. Alors parfois, les inspecteurs donnent des missions, mais localement, il n'y a pas toujours le cas. Et c'est ce qui nous inquiète beaucoup. Donc on répète. Moi, j'ai eu un bureau récemment. Ça a été redit au niveau du bureau de l'AMF en appuyant sur le point qu'il faut absolument des concertations, mais des vraies concertations, et que tout le monde s'exprime. Un RPI peut bien se vivre, à condition que tout le monde soit d'accord. Il ne s'agit pas de fermer les écoles parce que c'est vraiment brutal pour une collectivité de fermer. Alors, on dit école, mais c'est surtout classe. Donc, je pense que chacun est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il y a des baisses d'effectifs, qu'il y a moins d'enfants. Donc, on ne peut pas avoir des écoles, des classes avec 10 élèves ou 5 élèves. Ça s'entend, mais ça se prépare. Donc dans la Vienne, on l'a déjà préparé depuis un certain temps. Je me réjouis que la Première ministre a relevé en disant il faut anticiper, il faut au moins 3 ans pour, au moins 3 ans pour préparer tout le monde et s'associer pour éventuellement créer un RPI. On va parler de présent ou de modernité. Selon la Vienne a été choisi le département il y a en 2021, je crois, pour déployer un dispositif qui s'appelle Territoire numérique éducatif avec 11 autres départements. C'est au titre des investissements d'avenir. Comment ce TNE se traduit-il dans votre école et plus largement dans les écoles de vos collègues, puisque vous présidez l'association des maires de Vienne, de la Vienne? Alors, la commune des Trois-Moutiers avait déjà anticipé, puisqu'on avait eu une proposition donc, par l'État de pouvoir installer des tablettes, des tableaux numériques, donc, dans les écoles primaires, donc, chose que nous avons fait. Et avec plaisir et contentement de toute la population et surtout de mes collègues, nous avons été retenus dans la Vienne, donc territoire numérique éducatif, et qui permet à chaque commune, si elle le souhaite, d'investir avec une aide donc de l'État de 70% dans l'achat du matériel, bien évidemment, qui représente un coût énorme. Nous avions de mémoire 1 million d'euros et on a plus de 900 000 d'investissements. Et ce qui permet donc d'associer les parents, les professeurs aussi, de se familiariser, mais avant tout pour le bien de l'enfant. C'est ce qui prime. Voilà, c'est au cœur du sujet. Alors, ce qui prime aussi, c'est les relations avec l'éducation nationale sur un plan local. Dernière question, on pourra vous réentendre plus tard. Êtes-vous associé aux décisions? Quel est un peu le climat qui existe entre vos maires et les représentants locaux de l'éducation nationale?
Alors, je dirais que c'est assez varié. Moi, j'ai aucun souci. Je pense la plupart des professeurs, enfin des professeurs, des professeurs bien évidemment, mais la plupart des élus. Nous avons un directeur assez présent dans nos réunions. Localement, parfois, il y a des difficultés avec les directeurs locaux, on va dire, les INE qui sont là, les inspecteurs qui sont là, et ne jouent pas forcément le rôle et n'associent pas les collègues maires. Et ça, c'est une difficulté. Il faut absolument que les DAZEN aient quand même un pouvoir de dissuasion et de faire comprendre à ses collègues que l'école n'appartient pas qu'à l'éducation nationale. Il faut nous associer. Et voilà, avant tout, c'est ce qu'il faut. Merci. Dialogue. Jocelyn Sapotille se prépare. Madame Labaille, bienvenue. En écho à ce que vous venez d'évoquer, Marie-Jeanne, on peut saluer quand même la création de ces nouvelles instances préalables au CDEN qui vont être installées, qui sont en cours d'installation et qui permettent de réunir à la fois les représentants de l'éducation nationale, mais les associations d'élus que nous sommes, pour justement pouvoir dialoguer sur toutes ces difficultés et que le discours porté à la fois par le préfet et la DAZEN lors du CDEN puisse être aussi plus équilibré qu'il ne l'est parfois dans ces instances qui sont souvent, on peut quand même se le rappeler, pour ceux qui y siègent, des longues déclarations des représentants du personnel de l'éducation nationale qui sont certes légitimes, mais qui laissent peu de place aux autres. Donc cette nouvelle instance, elle va permettre justement de pouvoir travailler en amont. Et je rappelle qu'elle doit être installée dans tous les départements. Donc si tel n'était pas le cas, vous pouvez saisir l'AMF pour qu'on vous accompagne. Merci Delphine Labaille. Jocelyn Sapotille, maire de Lamentin, merci de votre présence. Vous êtes également président des maires de Guadeloupe. Sur votre commune, 10 établissements scolaires, 1600 élèves. Alors d'abord, question qui préoccupe beaucoup l'AMF, quelle place est accordée aux spécificités de l'outre-mer, selon vous, dans les dispositifs éducatifs? Est-ce que vous trouvez que la place est décente? Alors, sur cette question, qui est une question primordiale et qui d'ailleurs est un sujet de travail de l'ensemble des élus des Outre-mer et particulièrement de la Guadeloupe d'où je viens, dans le programme scolaire, on va dire qu'il y a une identité culturelle qui n'est pas suffisamment prise en charge, d'où effectivement un décrochage scolaire et un taux, bien sûr, d'échec scolaire qui est plus important que ce qu'on connaît par ailleurs. Et d'où un militantisme de beaucoup d'enseignants pour que, effectivement, le fait culturel soit davantage intégré dans le programme scolaire et dès le plus jeune âge pour pouvoir pour que l'école soit davantage un facteur de réussite. Est-ce que, monsieur le maire, au travers aussi des actions de votre adjoint, vous investissez beaucoup dans les activités périscolaires et extrascolaires? Et quel est l'enjeu de cet investissement pour l'enfant? C'est une vraie question, puisque l'école doit être, à notre avis, un espace, un lieu, une chance pour l'égalité, et l'égalité des chances d'ailleurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, que les écarts sont de plus en plus importants. Et ces écarts sont importants par rapport à l'origine sociale des enfants et à la capacité du secteur public d'accompagner les enfants dans l'extrascolaire, le périscolaire. C'est-à-dire un enfant qui aujourd'hui a des parents qui ont les moyens et qui peuvent aller vers le secteur privé, eh bien, pourra faire de la musique, pourra faire du sport, pourra faire autre chose. Cette formation qui est une formation de l'homme, eh bien, qui n'est pas seulement une formation scolaire, peut servir à l'enfant demain et permettre sa réussite scolaire à travers des disciplines où effectivement les parents qui n'en ont pas les moyens selon leur origine sociale ne peuvent pas accéder à ça. Donc le périscolaire et l'extrascolaire porté par les mairies, c'est important pour la réussite scolaire de manière générale. Et le problème, c'est que toutes les mairies n'ont pas la capacité ou la volonté politique ou l'engagement politique de pouvoir. Il y a une inégalité sur le territoire par rapport à cela. Moi, j'ai la chance d'avoir parmi mes élus des élus qui sont des anciens enseignants qui sont très intégrés là-dedans et d'avoir une politique à ce niveau-là qui est très forte puisque j'ai une école de musique, j'ai un ciné-théâtre, j'ai une médiathèque, etc. On décentralise tout ça dans les écoles, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et vous appelleriez l'État à assurer une sorte de régulation pour que les élèves aient un accès
égalitaire ou équitable, je ne sais pas après, devant ou grâce à ces activités scolaires C'est ça la question. Ouais. C'est ça la Plus question. d'État pour réguler. Je pense qu'à ce niveau-là, l'État doit être le régulateur. Et vu les inégalités en termes de capacité des collectivités, il faudrait réguler à ce niveau-là et il faudrait effectivement que les collectivités soient mieux accompagnées dans la mise en place de tout ce qui est extrascolaire et périscolaire pour retrouver un équilibre. Et aujourd'hui, on laisse faire et ce laisser faire crée les inégalités et des inégalités territoriales et des inégalités bien sûr qui après pèsent sur la réussite scolaire. Est-ce que vous avez déjà connu des fermetures de classes ou d'écoles y souscrivez-vous quand c'est bien expliqué et quels sont les liens que vous entretenez aujourd'hui à Lamentin avec les représentants locaux de l'éducation nationale? Alors moi, en tant que maire de Lamentin, non, puisque je suis dans une dynamique avec 2 ou 3 communes qui est une dynamique un peu différente de celle de l'île de la Guadeloupe. Moi, j'ai une population en augmentation et moi, j'ai des classes qui se créent et non pas des classes qui se ferment. Mais sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, c'est problématique. Et c'est pour cela que nous disons que dans un territoire où il y a un échec scolaire aussi important, des décrochage scolaire aussi important, c'est l'occasion, par exemple, de diminuer, au lieu de fermer les écoles, de fermer les classes, de diminuer le nombre d'enfants par classe, de spécialiser un certain nombre d'enseignants sur des disciplines ou autres et de pouvoir mieux accompagner les enfants, c'est-à-dire sortir du fait qu'on est de la logique du chiffre pour aller vers une logique de qualité en termes de formation et utiliser ces enseignants, au lieu de diminuer effectivement le nombre d'enseignants, à prendre en charge moins d'enfants et dans des disciplines plus variées, faire de l'accompagnement effectivement pour des enfants qui seraient en difficulté et mettre en place effectivement un accompagnement pour les élèves qui seraient décrocheurs. Je vous propose une dernière question. Vous avez identifié à la Guadeloupe ou sur votre territoire un problème de sécurité, à la fois pour les élèves, les enseignants, peut-être les parents d'ailleurs, et la sécurité, bien sûr, des lieux, des locaux, en termes de préservation. Vous avez mis en place une cellule de citoyenneté qui associe des représentants des forces de l'ordre, des magistrats, des parents d'élèves, probablement des enseignants, qui a pour but de recadrer et de mettre un peu devant ses responsabilités un élève fautif. Je le signale, mais ce n'est pas ça dont je voulais vous parler. Je voudrais que vous me disiez, vous aviez une question à poser au ministre, justement, et on lui transmettra sur ce registre de la mission de l'école. Pouvez-vous la formuler et on lui transmettra tout à l'heure? Oui, par rapport à ce problème qu'on connaît aujourd'hui d'insécurité, l'insécurité qui vient à la fois des parents d'élèves, qui vient aussi des élèves, on ne parle plus de problèmes d'incivilité. Avant, on disait qu'il y avait de l'incivilité. Aujourd'hui, il y a de l'insécurité. On est passé à un autre niveau. On a aujourd'hui des écoles qui sont fermées pendant 2 ou 3 jours parce qu'il y a des manifestations soit de parents d'élèves, soit encore d'enseignants, parce qu'il y a eu une agression faite soit par un élève envers un enseignant, chose qu'on ne voyait pas, faite par un parent d'élève contre un enseignant, ou entre parents d'élèves eux-mêmes, des choses qu'on ne savait pas. Donc oui, est-ce que la mission de l'école aujourd'hui est de former des hommes uniquement pour une activité économique demain, des futurs chefs d'entreprise, des futurs salariés ou autre chose, ou de former des citoyens de demain? Et si la mission de l'école, c'est de former les citoyens de demain, nous, maires, nous avons toute notre place et nous pouvons participer à ça à travers le programme scolaire et nous donner notre place à travers, bien sûr, la politique éducative que nous pouvons mettre en place dans nos communes. Et je pense que là, c'est un sujet majeur sur le rôle et la mission de l'école pour demain, parce qu'aujourd'hui, la République est en danger quand même par rapport à cela. Merci beaucoup, Monsieur Sapoti. Vous me permettez de reprendre votre micro. Peut-être retour. Avant que Jocelyn ne parte, je voulais le micro au cas où. En profiter pour faire un zoom, mais très rapide, sur les différences qui peuvent exister dans les territoires d'outre-mer. Parce que là, en fait, on a finalement un maire engagé avec finalement des écoles qui fonctionnent malgré tout. On a entendu en fait d'autres territoires d'outre-mer qui sont, je dirais, submergés par le nombre d'enfants à scolariser, par le nombre d'écoles qu'il faudrait construire, par le nombre de classes qu'il faudrait ouvrir. Et je veux absolument en fait que cette approche-là, elle soit partagée ici
parce que ça montre aussi la grande diversité des réalités que vous vivez dans les territoires. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot par rapport à tes collègues qui sont aussi, eux, concernés par d'autres réalités. C'est-à-dire que c'est aussi difficile pour un maire qui doit construire des écoles qu'un maire qui doit enfermer. Les difficultés ne sont pas les mêmes, mais c'est quand même toujours difficile. Quand nous devons construire des écoles, nous avons un problème budgétaire, nous avons des fois un problème de foncier, et dans les Outre-mer, ça c'est très important. Et quand on doit maintenant fermer des écoles, c'est aussi difficile parce que des fois, fermer les écoles, ça veut dire que le si peu d'élèves qui restent, il faut pouvoir mettre en place les moyens pour les envoyer à peut-être à 5 km, 10 km, 20 km, pas 20, mais 5, jusqu'à 15 km des fois plus loin. Et il faut organiser des transports scolaires. Et puis, il faut organiser aussi la discussion, la négociation, et ça revient au maire, avec les parents d'élèves qui n'acceptent pas, bien sûr, la fermeture des classes. Et c'est très difficile d'être entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire entre l'éducation nationale, avec ses chiffres, avec son raisonnement, et le maire qui tient à garder des activités sous son territoire et les parents d'élèves, et la rationalité des chiffres et tout le reste. Donc ce n'est pas évident. Dans les deux cas, c'est compliqué pour nous. Merci Jocelyn Sapoti. Vous serez là à 12h35 pour hors plénière échanger éventuellement avec des collègues. Michaël Delafosse nous retrouve en cet espace. Bonjour Monsieur le maire de Montpellier. Bonjour. Je vais peut-être donner 2-3 chiffres, non pas votre âge, mais le nombre d'élèves, 22 000 élèves pour Montpellier, 116 écoles primaires. Vous êtes fiers, hein? Du travail. C'est du travail en tout collègues. cas. 800 000 € pour le soutien scolaire par an. Ouais. D'accord. 4,5 millions d'euros pour les activités péri-extrascolaires, 650 000 élèves, ça c'est l'entièreté de l'académie. Et j'en finis avec peut-être la mention de votre adjointe, Fanny Dombre-Coste. Et puis ces 7 000 habitants, avec des enfants probablement, et qui vont en faire, qui arrivent tous les ans sur la commune. Les enjeux d'une ville comme la vôtre, vous sauriez les résumer ou ça part dans tous les sens? Je crois que vous avez présenté il y a peu de temps un plan justement qui permet de sélectionner, un plan école 2030 je crois. C'est sûr que Montpellier est une ville qui connaît une croissance démographique et qui doit construire des écoles. Et on livre quasiment une nouvelle école par an. Et voyez bien que la problématique du ZAN pour un établissement scolaire, elle est aussi posée, et, y compris parce que c'est très important l'architecture d'une école, son plateau sportif, les salles les plus grandes, bien sûr des salles pour les maîtres, mais les salles polyvalentes. Maintenant, des salles pour le soutien à la parentalité, parce qu'il y a des enjeux, je vais y venir. Et c'est vrai que en acceptant de venir témoigner ici, je veux saluer Frédéric et Delphine, nous, dans la décentralisation, on dit les maires, vous occupez du bâtimentaire. Mais en fait, on fait plus que ça. Et en fait, depuis très longtemps, pour des raisons qui ont été très bien dites par mes deux collègues, sentiment qu'on s'occupe du magistère de l'avenir, que c'est l'attractivité de la commune, c'est l'équilibre social d'un quartier, que quand les enfants ne sont pas à l'école, ils peuvent être en errance et c'est difficile. Et donc que le ministre il doit faire très attention au calendrier scolaire pour éviter que le bac soit en mars et que tout le monde sorte. Et sans doute c'est un des facteurs, pas le seul, d'explication des émeutes que nous avons eues en juillet. Et donc la vraie question, c'est nous ce qu'on porte sur nos communes, mais c'est de construire une culture du partenariat et d'une reconnaissance de ce partenariat. Vous avez très gentiment énoncé les moyens publics alloués, mais tu le faisais, chacun d'entre nous le fait. Et finalement, on voit bien qu'on est allé au-delà du bâtimentaire et qu'on est venu sur le temps périscolaire, qu'on est venu sur le temps du soutien scolaire, qu'on est venu en réponse, et on doit être en réponse, des professeurs qui disent « nous, on a un projet pour la classe. Et nous, on est encore la logistique du dernier kilomètre. Ici, le jardin partagé. Là, la sortie culturelle. Donc, le transport scolaire. » Et ça, c'est fondamental que ce soit reconnu. Et c'est fondamental qu'en amont, il y ait dialogue. Alors, je prends l'instance. Mais pourquoi? Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau ministre, il va vouloir réformer l'école. Et il faut.
parce que les inégalités s'amplifient, parce qu'il faut tenir la promesse républicaine. Mais par exemple, il va avoir besoin de nous pour l'innovation pédagogique, la relation parent-famille, aujourd'hui identifiée comme un facteur de réussite. Parce qu'il faut que les professeurs puissent davantage développer une pédagogie fondée sur la coopération. Et là, il va falloir pousser les murs. Là, il va falloir accompagner. Et donc, moi, je plaide. Ce que nous, on a fait dans notre plan école, c'était de donner une feuille de route de ce qu'on va faire, très importante. Et là, je partage avec chacun, pour les professeurs. Cher Frédéric, je veux ici publiquement t'exprimer à la fois mon admiration et notre reconnaissance collective sur la manière dont, avec une grande dignité, toi et ta ville avez affronté l'épreuve. Les professeurs, il faut aussi qu'on leur dise on a confiance en vous. Et quand on dit on va rénover l'école, quand on dit qu'on va accompagner leurs projets de désimperméabilisation, qu'on va être aux côtés de leurs projets pédagogiques, donc le plan École 2030, eh bien on conforte leur rôle dans la société, leur autorité, parce qu'ils peuvent dire demain aux parents d'élèves, voilà, l'école, elle va de l'avant. Et je crois que cette contribution-là des maires et donc des politiques publiques que nous portons, elle est essentielle. Et finalement, il ne peut pas y avoir d'éducation nationale sans une implication centrale du territoire. Et cet état de fait-là, il faut le reconnaître et il faut maintenant l'instituer. Ce que tu as décrit sur la relation parfois compliquée, qu'on vit tous, eh ben celle-là, elle n'est pas possible. Parce que nous, on met des moyens publics, parce qu'on croit dans l'école. On entend bien sûr votre solidarité aussi avec les communes rurales qui disposent de moins de moyens. Ce plan École 2030, j'en donne juste quelques éléments. 400 millions d'euros de travaux à la clé. Donc il a été défini en mars, enfin présenté officiellement par vous en mars. Et on y parle de sobriété énergétique, de construction et de rénovation, de sécurisation aussi des accès aux établissements. Et enfin, dans mon souvenir, de facilitation de l'accès pour les personnes en situation de handicap. Il y a un sujet dont on m'a dit que vous souhaiteriez parler, c'est celui de la laïcité. Je vous tends une perche, c'est le moment. Ben oui, parce que je pense que c'est à l'école que ça se joue. C'est une valeur qui est la nôtre, qu'on va célébrer le 9 décembre, chacun à nos manières, la loi de séparation des églises et de l'État. Monsieur le secrétaire général, rassurez-vous, je ne défends pas le projet de la loi Savary, je dis qu'il y a liberté, mais que le rôle de l'école publique, il est essentiel dans la promotion de la citoyenneté, des valeurs de la République. C'est dans le cadre des programmes de l'école sous contrat, naturellement, accord de Bré. Mais la réaffirmation de la laïcité, ça se joue dans l'école. Et l'école, aujourd'hui, dans une ville comme Montpellier, mais dans d'autres, elle est ici sous pression du fait communautaire, elle est sous pression du fait religieux. C'est donc la réaffirmation du principe de neutralité. De ce point de vue, il était temps que l'éducation nationale clarifie sa position sur les signes ostensibles, c'est en l'occurrence les abayas et les camis. Moi, je fais écrire, comme maire, partout, école publique, laïque. Parce que je dis dans quel lieu et dans quel cas on rentre. Parce que certains jouent de nos ambiguïtés. Et je pense que la réaffirmation par les maires de ce principe-là est une dimension essentielle. Quand vous avez fait référence au plan de soutien scolaire public et laïque que nous avons mené, 800 000 €, je vais vous raconter pourquoi j'ai défendu cette proposition-là et je l'ai fait. Il se trouve que, peut-être ça s'entend, je suis professeur. Et donc je connais bien ce sujet et un jour un élève me dit de manière merveilleuse et touchante « Ah, je suis au soutien scolaire. » Ah, c'est bien. Et je lui dis « T'es où ?» Et alors une association au nom très... Et en fait, je me rends compte que dans ce quartier, il n'y a plus qu'un soutien scolaire de nature confessionnelle, ce qui est un droit absolu dans notre pays. Mais si les familles, elles n'ont plus le choix, il n'y a plus de liberté de conscience. Et donc, quand nous faisons ça, ça marche très bien, à la fois pour garantir la liberté aux familles. C'est un choix de solidarité, notamment pour lutter contre les inégalités sociales, parce que quand vous êtes une femme seule avec enfant et que Academia, je ne fais pas de pub, vous paye 100 € pour faire le soutien scolaire, moi je crois que c'est le devoir de la République. Et nous, quand on fait l'école après l'école, eh bien on permet aux enfants de rester dans un temps de socialisation différent, comme le périscolaire. Et nous menons là collectivement
on le fait tous, une grande bataille autour de la socialisation, de soutien aux parents, parce que c'est pas facile d'être parent, il faut se le dire. Ceux qui ont des ados voient à quoi je fais allusion. Moi, je connais aucun parent qui a démissionné. Hein. Jamais reçu une lettre. Hein. Par contre, des parents dépassés, j'en ai vu. Et notre rôle, c'est d'être là. Donc, vous voyez la laïcité, réaffirmer le principe, l'écrire, être toujours en soutien de la communauté éducative. Nous, on a mis en place une ligne dédiée. Vous nous prévenez, et c'est nous qui faisons le dialogue avec le rectorat. On est allé loin, mais parce qu'on avait des collègues en situation de grande difficulté. Et ces collègues, ce sont des fonctionnaires. Et quand ils commencent un peu à baisser la garde, ou à vouloir se protéger, ou ils entendent le pas de vague, ils baissent les bras, et l'emprise du dogme, elle s'en empare. Et puis, évidemment, des moyens pour essayer de garantir la liberté. Merci Mickaël Delafosse. Merci beaucoup. Frédéric Le Turc, vous avez souhaité... Pardonnez-moi, je vous en prie, madame. Oui, pardon, je voulais juste rebondir sur l'intervention de Mickaël et remettre en lumière 3 outils que tu as évoqués qui sont mobilisés. Le premier, évidemment, ce projet éducatif de territoire ou projet éducatif global qu'un certain nombre de collectivités nous avons laissé un peu en déshérence lorsque nous avons fait le choix de repasser à 4 jours de temps scolaire. Alors, quel que soit le rythme scolaire, 4 jours et demi, puisqu'on est dans les 10 ans de la loi sur la refondation de l'école, il ne faut pas désinvestir cet outil qui permet d'avoir une intervention cohérente sur tous les temps de l'enfant. Deuxième outil qui a été rappelé, c'est évidemment cette possibilité que nous avons désormais de modifier des fonds dédiés pour la réhabilitation, la rénovation écologique de nos écoles, mais aussi pédagogique. Et enfin, au titre de l'innovation pédagogique, au titre notamment du CNR et de ce dispositif Notre école faisons-la ensemble, alors qui... malgré notre demande, les maires n'ont pas été associés à la possibilité d'être porteurs de projets sur les territoires, mais il faut bien s'appuyer sur les directeurs d'école pour financer notamment tout ce qui est le matériel pédagogique pour pouvoir faire preuve d'innovation sur nos territoires. Merci Madame Labails. Frédéric Le Turc, petite transition. Vous avez souhaité à l'AMF qu'on fasse un petit focus à travers un maire et le représentant de l'enseignement catholique sur l'enseignement catholique et peut-être son financement à travers différents canaux et différentes actualités. Pourquoi? Quel est l'esprit de cette présence et de ce qui n'est pas un débat d'ailleurs, plutôt de ce coudoiement entre nos deux responsables? Alors déjà, je voulais remercier Philippe Delorme d'être présent et il interviendra juste après notre collègue plutôt maire de Saintes. La colère étant un lapsus, merci de réagir. Elle est saine. Je voulais voir si vous suiviez correctement les débats. Mais c'est vrai qu'on a été un peu, je dirais, marqué par ce dialogue qui s'est engagé entre l'enseignement catholique et puis le ministère de l'Éducation nationale, et finalement avec une convention, un accord qui nous a échappé en mai, donc, voilà. Et qui a conduit à ce que les journalistes nous courent après, Delphine et moi-même, pour faire un commentaire sur une convention, un protocole d'accord dont nous n'avions pas eu connaissance. Alors, est-ce que c'est en fait un protocole positif et intéressant pour les enfants, pour la mixité sociale qui semble être recherchée par cette signature? Peut-être. Est-ce que c'est un accord qui doit se faire en fait sur facture présentée à la collectivité? C'est tout le sujet et je te laisse la parole. Alors peut-être Bruno, monsieur le maire, est-ce que vous voulez rappeler le contenu, le pitch finalement de cet accord de mai dernier entre l'État, peut-être le ministère de l'Éducation et les représentants de l'enseignement catholique? Bonjour, alors mon sport de prédilection, c'est pas la boxe, c'est plutôt vélo, donc n'ayez crainte. Ce pitch, je suis un peu embêté pour vous le faire parce qu'on ne l'a pas trop bien compris. C'est quelque chose qui s'imposerait à nous sans vraiment de concertation, on n'en voit pas très bien le contour, et tout ça se mélange à un sentiment déjà où on subit le fait de devoir satisfaire au financement des écoles privées, même si ce n'est pas une contrainte, c'est la loi, donc on s'y confère bien. Sauf que depuis quelque temps, cette facture s'alourdit forcément assez lourdement. En 2019, pour une agglo de Saintes, parce qu'à Saintes, on a fait le choix que ce soit l'agglomération qui gère la compétence éducation, donc 47 écoles, 195 classes. Et on a passé notre budget à augmenter d'une année sur l'autre de 100 000 euros.
Alors quand vous construisez des budgets, quand on les construit tous nos budgets, vous avez envie de pouvoir faire des choix politiques et de décider. Là, on subit, et on a subi cette augmentation. 100 000 euros pour répondre à cette obligation de scolarisation à 3 ans, qui n'existait pas avant, de 2019, je crois. Et là, vous vous mettez en ligne, directement. On n'a pas le choix. On se met en ligne. Et moi, ce que je trouve aussi un petit peu, alors, j'en veux pas à l'État, mais un peu quand même, parce qu'on n'a pas été compensé dans tout ça. C'est quelque chose qui nous est imposé sans compensation. Et aujourd'hui, on joue même le rôle d'amortisseur pour les dépenses, les charges des écoles privées au détriment des augmentations qu'on subit. En fait, vous savez qu'on doit prendre nos charges de fonctionnement, diviser ça par le nombre d'élèves, ça fait un coût à l'élève. Sauf que nous avons subi, comme tout le monde ces 2 dernières années, des augmentations de charges au niveau des fluides extrêmement importantes qui, de fait, nous ont fait augmenter cette par enfant. Pour Saintes, l'agglomération de Saintes, en moyenne, c'est 1 400 € par enfant. Quand on confond maternelle et élémentaire, il y en a 227. Et en plus, on subit, pardon de dire comme ça, on reçoit les effectifs à l'année et à chaque fois, il faut qu'on adapte. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui nous sont contraignantes. Alors, parler maintenant de cantine, oui, alors, ça nous gratte un peu les cheveux. Alors justement, vous avez la possibilité de contribuer au financement dans les écoles privées du repas en cantine de certains élèves. Qu'allez-vous répondre ou qu'avez-vous répondu aux parents d'élèves qui vous demandaient cette contribution nouvelle et qui n'est pas obligatoire et donc amorcée, inaugurée en mai dernier? On a fait surtout attention à ne pas répondre. Pour l'instant, parce que c'était... Alors, là aussi, on a fait le choix dans cette agglomération d'être au plus près des producteurs locaux pour nos cantines. Nous, on sert 89% de bio ou de circuits courts. Alors, c'est beaucoup plus de circuits courts que de bio. Mais ça impose quoi? Ça impose que nos services, pour une agglo de 60 000 habitants, je vous ai dit 47 écoles, c'est 26 appels d'offres pour notre marché, pour nos services marchés, pour être au plus près et découper le plus possible pour pouvoir faire travailler le local. Alors nous, c'est notre effort, il est là. En fait, on a voulu travailler extrêmement local, travailler pour que la qualité de ce que mangent nos enfants soit de la meilleure qualité possible. Alors, on veut bien le faire chez nous pour l'instant, on avance. Moi, j'ai une autre problématique, c'est que j'ai un quartier populaire politique de la ville qui est peut-être pas le plus beau, mais certainement l'un des plus pauvres de toute la Nouvelle-Aquitaine, 3000 habitants. Et des gamins en maternelle arrivent avec le matin, comme petit déjeuner, une poche de chips. Donc nous, on va travailler avec l'État, si possible, pour mettre en place des petits déjeuners équilibrés pour ces enfants, au moins dans le quartier prioritaire dans un premier temps, pour voir comment on peut le faire, et pourquoi pas après le diffuser sur l'agglo. Donc on veut bien faire les choses qu'on décide. Les autres, on est un peu moins volontaires. On termine avec cette question. Je vous ai entendu évoquer une très belle expression. Pourquoi vous êtes aussi investi sur l'école? Je l'ai senti à travers nos échanges. Qu'est-ce qui vous motive? Vous n'êtes pas enseignant, je crois, et vous êtes en première ligne en tant que maire. Je suis pompier, moi, donc je ne suis pas enseignant, mais je le vois plus tard. Pourquoi? Parce que simplement, tu l'as dit, en fait, tout commence de l'enfance. Et tout commence par la prise en charge à l'école depuis le jeune âge. Et c'est notre charge à nous, maires, de le faire. Et nous, on a eu la chance de le faire. Alors, la chance, nous, on trouve que c'est une chance, peut-être pas les autres, mais d'avoir mis cette compétence éducation au niveau de l'agglomération. Et j'ai un vice-président qui est avec moi, le maire de Chaniers, qui prend cette compétence complètement à cœur, et ce qui nous permet de mettre sur l'ensemble des 47 écoles le même service. Et ça, c'est pour nous une satisfaction, et on est très fiers de ça. Et comme tous les maires, enfin comme vous l'avez tous dit, on veut tous faire bien pour nos enfants et dès le plus jeune âge. Et je crois même que vous évoquiez la notion de bon départ. On veut leur donner les bons départs, un bon vent, pas trop comme en Bretagne, mais quand même un bon vent pour que ça parte et que ces enfants soient sur le bon rail. Et puis, on l'a dit aussi, c'est vivre en collectivité. On fait aussi en sorte que les enfants du quartier prioritaire ne restent pas dans le quartier prioritaire. On veut qu'il y ait une mixité et que cela tourne sur la ville et l'agglomération avec le Périsco et tout ce qu'on fait pour tous nos enfants. Bruno Drapron, monsieur le maire, je vous propose de passer le bâton de parole à Philippe Delorme, qui est ce secrétaire général de l'enseignement catholique au niveau national. Donc, pardonnez-moi, merci beaucoup. Et peut-être, alors je précise 2 choses. Saintes, pour information, c'est 227 enfants dans le privé, 2 établissements et 4223 dans le public, juste pour périmétrer la ventilation des élèves à Saintes, et 24 établissements. Donc 24 établissements contre 2 dans le privé.
47 établissements. D'accord, merci beaucoup. Philippe Delorme, vous avez entendu ce maire assez peu ouvert à l'idée de contribuer au financement de certains repas pour les élèves du privé. Comment traitez-vous cette objection ? Alors d'abord, si vous permettez, je voudrais d'abord sincèrement vous remercier pour cette invitation. Comme vous, je regrette que vous n'ayez pas été associé aux discussions que j'ai pu avoir avec le ministère de l'Éducation nationale l'an dernier et le ministre Pap Ndiaye lors de l'élaboration de ce protocole. Et je sais aussi qu'ici ou là, dans notre réseau, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des maladresses. Ce n'est pas notre volonté, en tous les cas. Mais je crois que le sujet de la mixité sociale est suffisamment important pour que nous puissions vraiment reprendre le dialogue qui n'a pas eu lieu en amont, donc il faut qu'il ait lieu maintenant. Parce que l'enseignement catholique veut s'engager pleinement dans une plus grande mixité sociale et scolaire, parce que je crois, comme vous, qu'une mixité sociale et scolaire équilibrée est bon pour les jeunes et est bon pour la nation et permet de construire une plus grande fraternité. Alors c'est dans ce cadre-là, effectivement, que dans ce protocole, nous avons souhaité inscrire la possibilité, une invitation, une incitation, mais dans le dialogue, c'est certainement pas une décision comme ça qui doit être prise d'une façon abrupte, à participer à l'effort, à nous aider à accueillir les familles les plus défavorisées. Il faut que les familles les plus pauvres puissent avoir la liberté de choix de l'école comme les familles les plus riches. C'est une question de justice sociale. Et ce n'est donc pas une dépense supplémentaire que nous demandons aux communes, mais simplement que les familles, parce qu'il s'agit bien là des familles et des familles les plus modestes, conservent l'aide sociale dont elles bénéficient lorsqu'elles font le choix d'inscrire les enfants dans nos établissements. Philippe Delorme, je précise que vous êtes présent dans 3353 communes au travers de 4393 établissements. Quelles consignes, dans le prolongement de cette possibilité donnée aux maires, donnez-vous aux OGEC, aux représentants de parents d'élèves, c'est ça ? L'OGEC, c'est l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, c'est l'association qui gère nos établissements. Oui, c'est ça, pardonnez-moi. Mais il y a aussi les parents d'élèves, il y a aussi... J'adore les acronymes. Il y a aussi, bien entendu, les chefs d'établissement. Si vous voulez, dans l'enseignement catholique, nous sommes très attachés au principe de subsidiarité. Pour nos établissements, d'où parfois des initiatives qui ne sont pas très heureuses, une certaine liberté, une liberté responsable. Et donc nous sommes aussi très attachés à ce que ce principe de subsidiarité s'applique aussi aux communes et que leurs compétences en matière scolaire soient respectées. Donc ma consigne sera toujours la même. Ça sera celle toujours du dialogue, de l'ouverture, du partage, sans aucune arrière-pensée idéologique. La seule chose qui doit nous animer, vous comme nous, c'est quel est l'intérêt pour le jeune ? Qu'est-ce qui est bon pour le jeune ? Et je crois que le maire, avec les directeurs d'école pour le public et nos chefs d'établissement, ces acteurs-là sont les mieux placés par rapport à la population qu'ils accueillent pour mettre en place la politique éducative la plus adaptée dans le contexte de la loi Debré de la liberté scolaire. Alors Gabriel Attal va arriver dans quelques minutes. Je vous demande juste peut-être de nous parler d'un sujet qu'on a évoqué également ensemble, qui est celui des AESH sur la pause méridienne. Quel est l'enjeu et qu'est-ce que vous souhaitez ou attendez des maires ici présents ? Ce n'est pas des maires que j'attends quelque chose, c'est de l'État. C'est de l'État, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons une volonté politique que je soutiens évidemment, de l'inclusion scolaire de tous les enfants en situation de handicap. Qu'une minorité d'entre eux ont besoin d'un accompagnement scolaire sur le périscolaire, c'est-à-dire sur la pause méridienne, le déjeuner, voire des activités périscolaires. Depuis une décision du Conseil d'État de novembre 2020, la charge des AESH sur le temps périscolaire revient à la commune pour les écoles publiques et nous revient pour les écoles privées alors que nous n'avons pas le financement. Donc je dis d'une façon très solennelle, pour le bien des enfants, et parce qu'on ne doit pas rajouter de charges pour le coup aux communes et à nos établissements, pour le bien des enfants, il faut que la prise en charge des AESH soit du matin au soir prise par l'État. Voilà, côte à côte avec les maires. Oui. Alors c'est magnifique ce décompte. 30 secondes avant d'accueillir M. Attal, mais auparavant, on va avoir un échange avec, en sa présence d'ailleurs, avec tous les intervenants qu'on a pu entendre et avec vous, bien sûr. Alors, qui souhaite, on va prendre peut-être 5-6 questions, monsieur.
Et à qui adressez-vous votre propos? À Monsieur Attal, s'il vous plaît. À Monsieur Attal. Alors, oui. C'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré, pardonnez-moi, surtout qu'il n'est pas là. En revanche, vous pouvez adresser des mots. Alors, il va arriver, mais il va... Est-ce que vous voulez adresser quelque chose, alors soit aux représentants de l'AMF, soit à des gens qui ont pris la parole tout à l'heure? Allez-y. Oui, bonjour, Xavier Orville, je suis directeur de cabinet du maire du Carbet en Martinique. Ma question s'adresse à M. Sapoutille. Monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez abordé la question du décrochage scolaire. Ne pensez-vous pas que l'introduction, je vais le dire suffisamment fort pour que le ministre puisse être attentif, ne pensez-vous pas que l'introduction progressive du créole dans les programmes scolaires pourrait constituer une réponse au décrochage scolaire? Et est-ce que le maire que vous êtes dispose d'un petit périmètre d'intervention pour introduire le créole, notamment dans le cadre des activités périscolaires? C'est une très bonne question. Et la question, en fait, oui, c'est que nous, maires, dans le cadre, bien sûr, du PEDT, dans le cadre de ce que nous pouvons mettre en place, il est toujours possible de le faire à travers, bien sûr, la médiathèque ou autre. Mais la question n'est pas là. La question, c'est dans le programme scolaire. Dans comment on puisse concevoir un programme scolaire dans un territoire où vous avez 80% des enfants qui sont créolophones. Et être créolophone, ça ne veut pas dire parler le créole. Ça veut dire avoir une structure de pensée qui est différente, une structure d'analyse qui est différente et un imaginaire qui est différent. Et un enfant qui apprend, qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est dans son imaginaire, il n'est pas dans un imaginaire hexagonal ou autre. Et quand il doit démarrer son apprentissage dans un imaginaire qui n'est pas le sien, forcément, il est en échec scolaire. Et toute la question est là. Toute la question est là. Elle est culturelle. Ce n'est pas seulement le créole. Ce n'est pas seulement parler créole. C'est construire un programme scolaire qui tient compte de l'environnement de cet enfant et de son imaginaire. J'ai été enseignant pendant pas longtemps, mais pendant 5 ans. C'était suffisamment pour pouvoir le comprendre et le vivre. Voilà. Et je sais que vous avez été enseignante pendant très longtemps. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Les maires parlent aux maires pour l'instant sous votre regard. Et ensuite, on vous accueillera dans une petite vingtaine de minutes pour vous dire ce qui s'est passé depuis 11 heures et puis vous écouter et vous questionner. Une petite vingtaine de minutes ou un peu moins? J'ai déjà un micro, merci beaucoup. Ah, Frédéric. Une petite vingtaine de minutes ou un peu moins. Je pense que l'idéal, c'est qu'on puisse résumer ce qui s'est dit avant, après la dernière question de madame, et puis qu'ensuite, justement, il y ait un propos de monsieur le ministre, et puis peut-être un jeu de questions-réponses s'il y avait quelques questions. On avance le bal. Donc, peut-être en rafale. Madame, monsieur, et après on finit, d'accord? Et on finit. Ah, le président a décidé. Pardonnez-moi, messieurs. Madame. Très bien, merci, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. Je voulais faire un témoignage, mais je ferai la question puisque le temps nous est compté. Juste, monsieur le ministre, nous sommes, dans une démarche d'alliance éducative avec un projet qui s'appelle l'École du Bonheur. Donc, nous pensons, comme les maires ici présents et le maire de Montpellier, qu'il faut vraiment faire cette alliance pour pouvoir réussir l'éducation des enfants, l'éducation populaire, l'éducation nationale et l'éducation familiale. Moi, j'ai une question autour de comment fait-on pour faire de la réussite quand nous avons 36% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. À Mayotte, c'est 70% des familles qui vivent sur le seuil de pauvreté. Je suis maire de la ville de Saint-Denis, 153 000 habitants. Nous avons 17 000 enfants qui sont scolarisés. Nous avons plus de 800 classes, 77 écoles. Et nous faisons ce projet qui s'appelle École du Bonheur. Et indiscutablement, si nous voulons défaire les stéréotypes, si nous voulons faire que ces enfants réussissent, et ils sont majoritaires, 105 000 enfants dans ma commune vivent sous le seuil de pauvreté nationale. À ce moment-là, il nous faut, je pense, avoir une politique publique qui associe tout le monde, mais des moyens à l'épaisseur de la problématique de la grande pauvreté sur nos territoires. Merci beaucoup pour cette alerte.
Pardonnez-moi, monsieur. Voilà, je préfère que vous preniez la parole juste après. Je voulais simplement, premièrement, qu'on puisse accueillir avec ma collègue Delphine, en fait, Labaye, monsieur le ministre, et vous remercier d'avoir accepté de venir participer à cet échange dans une salle qui, je l'espère, l'année prochaine sera un peu plus large, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir participer à nos débats et nous en sommes très heureux. Madame, en fait, vient d'évoquer le sujet de l'outre-mer, et finalement, tout à l'heure, on avait le témoignage d'un autre collègue, Jocelyn Sapoline de Lamentin. Sapotille, de Lamentin, qui finalement exprimait une autre réalité d'outre-mer, et on voit bien en fait qu'il y a une grande diversité dans la manière dont les territoires d'outre-mer vivent le rapport à l'école, avec pour certains territoires en fait une capacité A, et puis pour d'autres une difficulté réelle. En tout état de cause, ce que l'on peut dire en résumé, c'est qu'on avait fait le choix avec les équipes de l'AMF de faire un thème qui était l'école se transforme mais pas sans les mères. C'était l'idée en fait de base, et c'est là-dessus en fait que je voulais démarrer notre résumé, pour dire en fait combien nous étions attachés au fait que les collectivités soient bien partie prenante de la manière dont les écoles en fait seraient amenées à évoluer demain. On a bien conscience en fait que l'école doit changer. On a bien conscience en fait que l'école, et tous les maires qui sont ici en sont convaincus, est le sujet central de la réussite de nos territoires, de la réussite de nos communes, de la réussite même de la France, et qu'on a un enjeu collectif pour essayer d'aller de l'avant. Mais on se rend compte que pour aller de l'avant, il faut vraiment en fait que la coopération et le dialogue entre l'éducation nationale et les collectivités locales soient forts. Il faut en fait que les directeurs d'école n'aient pas peur finalement de travailler avec les communes, et que quelque part le projet éducatif local soit finalement un projet vraiment partagé sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire, parce que, comme le disait le collègue de Montpellier, en fait, de plus en plus, il faut aller au-delà de ce que l'école peut être et peut représenter. Il faut penser en fait à la réussite des enfants sur des temps, je dirais, d'activité. Il faut penser aussi à l'accompagnement des familles sur la manière dont elles sont amenées elles-mêmes à accompagner leurs enfants à l'école. Donc le CDEN, qui a été mis en place, est certainement une instance de dialogue nécessaire et indispensable dans tous les territoires de France. Et j'ai compris en fait qu'il n'était pas obligatoirement vécu de la même manière partout. En tout état de cause, pour nous, c'est certainement un outil de réussite. Les enjeux pour l'école sont nombreux. Il y a en fait la réussite des enfants sur le temps scolaire. Il y a aussi les enjeux de rénovation énergétique, les enjeux de sécurité. Malheureusement, je dirais que j'en ai été le témoin, et merci encore d'être venu à Arras à plusieurs reprises pour venir soutenir les équipes éducatives, mais finalement aussi la collectivité, à faire front à un attentat redoutable. Et la question de la sécurité des écoles est posée, la question de la sécurité et du financement de la sécurité, pas évident. Vous avez pris des engagements, je pense que nos collègues auront à cœur de pouvoir à nouveau les entendre. La modernisation, le numérique est aussi quelque chose qui vient s'imposer à nous. Bref, beaucoup d'enjeux, beaucoup de priorités, un ordre forcément autour duquel il faut qu'on soit en raccord. Des milliards que l'État annonce pour venir soutenir le projet de nos communes, mais finalement des milliards importants, mais toujours en fait insuffisant, et on ne vous en veut pas, mais il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Nos finances sont serrées, et les enjeux, ne serait-ce que pour la rénovation énergétique des écoles, c'est 40 milliards si on voulait que toutes les écoles soient remises à flot, j'irais, dans les prochaines années. On sait que l'exercice, la barre est haute, et qu'il faudra en fait qu'on se serre les coudes, mais surtout qu'on priorise un certain nombre de nos efforts. Voilà, et puis je terminerai simplement pour revenir sur le bon départ
que évoquait le maire de Saintes sur l'engagement finalement des collectivités locales pour que le bon départ permette aux jeunes de réussir dans la ville. Et puis surtout par rapport à ce que disait monsieur le maire de Montpellier sur la laïcité, qui devait en fait être quelque chose de posé, d'affirmé et d'affirmer fort au sein de nos écoles, mais aussi d'une manière générale dans l'action publique que nous pouvons conduire ensemble et que l'État en fait peut aussi rappeler avec force, et vous l'avez fait finalement en prenant des décisions remarquables concernant l'abaya. Et c'était quelque chose qui était attendu forcément par un certain nombre de collègues de l'éducation nationale. Voilà, et puis pour terminer, sur l'enseignement catholique, et on veut remercier Philippe Delorme d'avoir osé être présent. Il a réussi à se faire applaudir par cette Assemblée en faisant une déclaration, je dirais, forte, autour de laquelle nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. C'est le financement des AESH qui, pour l'enseignement catholique, devrait être pris en charge complètement par l'État, et je ne doute pas que vous soyez d'accord avec sa déclaration. En tout cas, nous les maires, nous sommes d'accord bien évidemment avec cette position de l'enseignement catholique. Petite pointe d'humour, on avait été marqué par le protocole qui avait été signé entre l'éducation nationale et puis l'enseignement catholique. C'était avant votre arrivée. Il a mis un peu en stress un certain nombre de collectivités sollicitées forcément par les OGEC dans la proximité, et parfois en fait en venant chercher la collectivité sur des moyens supplémentaires pour le fonctionnement des écoles, mais des moyens que les collectivités cherchent parfois au fond de leur poche, et malheureusement leurs poches sont parfois un peu vides pour pouvoir financer tout ce qui leur est demandé. Donc on vous remercie de pouvoir répondre à cette multitude de sujets, d'enjeux que j'ai essayé de résumer. Vous m'excuserez pour toutes celles et tous ceux que j'ai pu oublier, mais en tout cas j'ai essayé d'être le plus précis possible. Et maintenant la parole est à vous. Bien, merci monsieur le maire, cher Frédéric. Donc si j'ai bien compris, je dois répondre à tout ce que vous avez évoqué en 5 minutes. C'est ça. C'est ça. Non, je ne vais pas faire un long discours. L'important c'est qu'on puisse échanger, que je puisse prendre des questions directement. Moi d'abord, je veux vous remercier pour votre invitation. Ce n'était pas évident de jongler avec le Conseil des ministres dont je sors, mais c'était très important pour moi de pouvoir être là. Je veux vous remercier le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, avec qui je dois dire j'entretiens un travail extrêmement constructif dans une grande franchise depuis ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et évidemment, je souhaite que nous puissions poursuivre. Au fond, dans les sujets que vous avez évoqués et dans les déplacements que je peux faire et dans la vie de chacune et de chacun d'entre vous, on le voit. Notre école est traversée par un certain nombre de maux, notre société est traversée par un certain nombre de maux, et moi je crois profondément que dans des périodes comme celles que nous vivons, il faut toujours en revenir à l'essentiel. Et en revenir à l'essentiel sur le rôle de l'école de la République. La mission de l'école de la République, c'est de former des républicains et de démocratiser le savoir. C'est ça l'essentiel de ce que nous attendons de l'école et de ce que notre pays doit attendre de l'école. Et je le dis, de ce point de vue-là, l'accomplissement de cette mission ne peut être réussi que si nous travaillons ensemble, que s'il y a une alliance profonde entre les collectivités locales et singulièrement les communes et l'État. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'école et la République se sont construites. Les lois Guizot, qui d'ailleurs étaient d'une très grande modernité, et restent d'une très grande modernité, qui prévoyaient déjà que des équipements puissent être regroupés, on ne parlait pas d'intercommunalité à l'époque, ont déjà prévu ce travail-là. Et si l'école de la République a pu se construire, c'est grâce aussi aux communes, aux maires, aux élus qui se sont engagés. Si on veut pouvoir réussir sur l'ensemble de ces enjeux, il faut qu'on puisse avancer ensemble. Parce que le temps de l'enfant, un enfant ne se découpe pas, ne se découpe pas tout court d'abord, mais ne se découpe pas en temps. Évidemment qu'il y a le temps scolaire, le temps périscolaire, le temps familial. Mais s'il n'y a pas un égal investissement et des objectifs partagés sur l'ensemble de ces temps, tout le travail qui est mené dans un cadre scolaire, finalement, peut être réduit à néant s'il n'y a pas un égal investissement ailleurs. Et ça marche dans tous les sens. Et ça vaut pour tous les sujets. Quand on parle d'émancipation sociale, quand on parle d'élévation du niveau, quand on parle de lutte contre le harcèlement, quand on parle de sécurité, tout ça participe d'un continuum qu'on doit être capable de construire ensemble.
Et moi, je veux dire que de tous les échanges que j'ai avec les maires sur le terrain, de tous les échanges que j'ai avec vos représentants, je suis extrêmement confiant et optimiste sur notre capacité à relever tous ces défis. Ça nécessite quoi? Ça nécessite évidemment une adaptation locale. Et évidemment que tous les territoires ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. Comme c'est les questions auxquelles j'ai assisté en arrivant, je vais y répondre directement. Évidemment que nos territoires ultramarins justifient qu'on ait une action spécifique. Et les élèves, les familles, les écoles sont confrontés à des enjeux qu'on trouve dans l'Hexagone, mais multipliés par 10, par 100 ou par 1000, s'agissant de la précarité, s'agissant des enjeux et des difficultés scolaires qui peuvent concerner nos jeunes et nos enfants. Mais je vois aussi à chaque fois que je me déplace dans ces territoires des signes d'espoir. On arrive à faire des choses. Donniez l'exemple de Mayotte, évidemment territoire extrêmement difficile d'un point de vue social, d'un point de vue migratoire, d'un point de vue économique, d'un point de vue scolaire. Qu'est-ce qu'on a fait à Mayotte ces dernières années et qui nous éclaire d'ailleurs dans les travaux que je suis en train de mener sur l'élévation du niveau de nos élèves, et je ferai des annonces au début du mois de décembre. On a mis en place le manuel scolaire unique à l'école primaire pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Une réduction de 30 à 40 points de l'écart dans l'entrée dans la lecture entre les élèves mahorais et la moyenne nationale. On voit qu'on peut faire des choses. Sur le créole, je suis totalement d'accord. Et je sais que mon ministère, ces dernières années, ou en tout cas dans une position historique, n'a pas été, on va dire, le plus allant sur la reconnaissance des langues régionales. Moi, je crois profondément aux langues régionales. D'abord, je pense que c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre histoire. Ça doit pouvoir être transmis à nos enfants. Et j'y crois aussi dans une logique de performance scolaire. C'est un non-sens d'imaginer que dans un territoire où 85% des enfants parlent créole à la maison, en ayant uniquement du français à l'école, ils vont pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Et là aussi, on a innové et on a vu un certain nombre de résultats à La Réunion. On a mis en place des classes bilingues, français-créole. On a expérimenté ça en maternelle. Quand on compare une classe bilingue français-créole en maternelle à La Réunion avec une classe 100% français, on constate que les élèves qui sont passés par la classe français-créole parlent mieux français que les élèves qui étaient dans la classe 100% français. Bah oui. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette méthode-là et à cette adaptation au niveau local. Et donc, je vais insister sur 2 points de méthode et 2 éléments de méthode qui me semblent importants. D'abord, le travail qui est en train d'être mené sur la capacité à avoir une projection sur du plus long terme sur la carte scolaire. Parce que la carte scolaire qui tombe chaque année sans concertation avec les élus et qui annonce des fermetures de classes, c'est juste pas possible. Ça nuit profondément à la confiance des citoyens, de la communauté éducative envers les pouvoirs publics, tous les pouvoirs publics. Et donc, ce qui a été annoncé par la Première ministre, qui est en train de se mettre en œuvre au niveau local, et croyez bien que j'attache une importance toute particulière à ce que ce soit véritablement mis en place, c'est une instance qui permettra, en concertation entre les élus locaux et les services de l'éducation nationale, d'avoir des projections démographiques partagées, et de partager un calendrier et de partager des projections sur 3 ans sur les ouvertures et fermetures de classes. Ça me semble essentiel pour retisser la confiance. Deuxième élément de méthode très important, le CNR. Conseil national de la refondation sur l'école, appelé dans l'éducation nationale « Notre école, faisons-la ensemble », qui est pour moi une vraie révolution dans l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas uniquement un levier de financement de dispositifs pour les élèves. C'est un changement d'état d'esprit et c'est une révolution copernicienne pour l'école. L'idée, c'est de dire qu'on doit au niveau local, dans chaque école, avoir la communauté éducative, et je mets évidemment les élus locaux dedans, en capacité de faire un diagnostic sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, d'identifier des besoins pour les élèves et d'être soutenus, y compris financièrement, pour développer des projets. C'est un remarquable succès quantitatif. 11 000 projets qui ont été remontés au ministère, 4 600 qui ont été validés. À chaque fois que je me déplace, je vois de très belles réussites. J'étais encore à Saint-Onès dans l'Hérault il y a quelques jours. Des enseignants qui se sont dit, voilà, on a des problèmes en mathématiques, école primaire, on veut mettre en place un labo de maths avec des dispositifs innovants sur les mathématiques pour nos enfants. On fait notre projet. On est soutenu 30 000 € du ministère de l'Éducation nationale pour financer le projet. On a une académie, un ministère qui n'est plus là simplement pour contrôler, mais qui est là pour accompagner, qui n'est pas là pour sanctionner, mais qui est là pour conseiller. C'est une vraie révolution et je sais que si ça a été un succès quantitatif, d'un point de vue qualitatif, notamment sur la participation des élus locaux à ces travaux-là, on peut faire mieux. Voilà, on a eu l'occasion de se le dire avec la représentant des élus locaux. Donc c'est la consigne que j'ai donnée à mes services. Je ne vais pas être beaucoup plus long pour pouvoir prendre les questions, mais au fond, l'école et la mairie, c'est une histoire profondément partagée. D'ailleurs, on voit partout dans notre pays des mairies-écoles.
encore, loi Guizot. Et il nous appartient tous ensemble de continuer à écrire cette histoire ensemble au service de la formation des Républicains, de la démocratisation du savoir, tout simplement au service de la République. Merci beaucoup. Merci Gabriel Attal. Alors, pour vous faciliter le travail, je vais vous proposer de procéder par salve de questions ou de remarques, par salve de 3. Ça vous va, ce rythme trinitaire? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre, et bon courage. Je suis le maire de Loris, dans le Vaucluse. Vous ne connaissez pas, mais vous connaissez Lourmarin à côté, c'est à 5 km. Et en plus, je ne veux pas vous embêter, cette question ne dépend pas tellement de vous. J'étais travailleur social, éducateur spécialisé dans les quartiers nord de Marseille, où j'ai passé 30 ans. Et j'ai vu partir les éducateurs spécialisés, de prévention spécialisée, j'ai vu partir les animateurs, les assistantes sociales, fermer les maisons des jeunes. Je réduis, hein, bon. Donc, je vais réduire. La nature a horreur du vide. Après, il y a eu une école coranique qui faisait du soutien scolaire normal, traditionnel, souple, tranquille, il n'y a rien à dire. Mais après, il y a 2 écoles coraniques par cité. Il y en a qui font du prosélytisme. Ça ne dépend pas de vous, mais c'est quand même, tout se tient, hein, on est dans un tout. Donc, la nature a horreur du vide, il ne faut pas laisser des intégristes prendre la place du soutien scolaire. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, mes chers collègues, maires et élus, Dominique Fouché, le maire de Tournefeuille, dans l'agglomération toulousaine, 29 000 habitants, 2800 élèves scolarisés. Monsieur le ministre, je voulais vous interpeller sur la scolarisation des enfants hébergés par le 115. Nous avons eu à scolariser à Tournefeuille 80 enfants, compte tenu du fait que 2 résidences hôtelières s'étaient spécialisées dans l'hébergement d'urgence. L'école est un angle mort pour l'hébergement d'urgence. Et l'hébergement d'urgence est un angle mort pour l'école. Nous n'avons aucune information préalable, aucune préparation, aucun moyen supplémentaire, si ce n'est quelques horaires, quelques heures mises à disposition par vos services. Nous avons des difficultés évidemment financières dans l'accompagnement social, humanitaire, sur la restauration. Des questions de santé se posent, des questions d'assurance scolaire se posent. Monsieur le ministre, il est urgent d'agir parce que c'est une question d'humanité. Je vous remercie. Merci à vous. Gabriel Attal, 3e intervention, la dernière de cette première salve. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour chers collègues. Je m'appelle Claire Guéroux, je suis maire d'une petite commune de 1000 habitants en Seine-Maritime et vice-présidente du département. Ma question va être très simple. Mes parents sont nés en 31, en 35. Ils ont tous les 2 arrêté l'école à 14 ans, certificat d'études. Ils n'ont pas fait de formation derrière. Ils savent tous les 2 lire, écrire correctement sans faute d'orthographe et ils savent compter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Finissez votre phrase, je vous en prie. Hein. Je pense que c'est clair la suite. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un gamin de 20 ans, de 15 ans, même 30 ans des fois, est incapable de faire une phrase sans faire 10 fautes d'orthographe. Il ne sait pas compter de tête, il ne connaît plus ses tables de multiplication. Voilà, quoi. Donc il y a un moment, il y a un truc qui s'est passé. J'aimerais savoir quoi. À quel moment ça a dérapé? Merci beaucoup, madame. Alors, merci beaucoup pour ces 3 questions qui sont 3 questions très importantes. D'abord, je vous rejoins totalement. Si l'école, les services publics d'une manière générale qui permettent l'émancipation de nos enfants laissent de l'espace, l'espace est pris par d'autres. Et notamment par l'islamisme que vous avez évoqué, dont on a vu dramatiquement à Arras, combien ils gardaient notre école comme ennemi principal. Les islamistes, ils en veulent à notre école. Pourquoi ils en veulent à notre école? Parce que notre école, elle est ouverte à tous. Et qu'eux souhaiteraient garder le plus éloigné possible du savoir, le plus grand nombre possible, pour pouvoir imposer leur doctrine. Ils en veulent à notre école parce qu'elle est mixte. Or, leur projet est de laisser les petites filles, les femmes, en dehors du savoir. Ils en veulent à notre école parce qu'elle est laïque. Or, leur projet, c'est d'imposer la loi de la religion plutôt que la loi de la République. Et donc ça justifie et ça nécessite qu'on réaffirme de manière extrêmement forte nos principes et nos valeurs, ce que j'ai fait dès ma prise de fonction s'agissant du respect de la loi de 2004, puisqu'il ne s'agit que de ça, sur l'abaya et le camis en milieu scolaire. Et on voit qu'on a réussi
à faire appliquer cette décision et qui ne sont aujourd'hui plus portées. Ce qui ne veut pas dire qu'on est au bout des problèmes de laïcité et des atteintes à la laïcité à l'école. Évidemment, je continue à travailler sur ce sujet. Donc oui, il faut renforcer la présence éducative auprès de nos jeunes. Il faut la renforcer à tous les niveaux. C'est aussi pour ça que j'ai pris des décisions s'agissant du calendrier scolaire, pour aller au bout, le plus possible au bout du calendrier scolaire, en décalant les épreuves de spécialité du baccalauréat de mars à juin, en faisant en sorte que toutes les épreuves soient le plus tard possible en juin, en demandant que les conseils de classe soient le plus tard possible dans le mois de juin, en mettant en place pour la première fois, et ça sera un enjeu très fort, il faudra tous qu'on se mobilise, un stage de 2 semaines pour les élèves de seconde, pour que jusqu'à la fin du mois de juin, eux aussi, ils soient en formation. On arrive là, cette année 2023-2024, à la fameuse reconquête du mois de juin dont on parle, y compris pour nos collégiens, puisque pour la première fois, j'ai décidé que le brevet aurait lieu en juillet, ce qui veut dire que les collégiens seront en classe jusqu'au dernier jour de juin. C'est très important. Reconquérir du temps aussi dans la journée. On a aujourd'hui 200 collèges qui expérimentent le 8h-18h, des collèges de quartier politique de la ville, avec un accompagnement pour les devoirs, avec plus de sport, plus de culture. Les élèves sont accueillis de 8h à 18h. Septembre prochain, on va généraliser l'accueil 8h-18h au collège à tous les quartiers politiques de la ville. Et évidemment, c'est une logique qu'on va souhaiter ensuite poursuivre et étendre parce qu'on doit davantage être présent et accompagner les jeunes, notamment sur les devoirs. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place Devoirs faits, qui permet à des élèves de pouvoir faire leurs devoirs dans un cadre scolaire, et on est en train de le généraliser aussi. Donc je vous rejoins sur la question des animateurs, c'est vrai. Moi, je me réjouis de voir que l'an dernier, on a eu 37% de jeunes formés en plus au BAFA, parce qu'il y a eu aussi un soutien financier supplémentaire de l'État, parce qu'on a abaissé l'âge à 16 ans. On sait que pour la filière animation, c'est absolument essentiel. Et ensuite, il y a tout le travail de fermeture d'établissements qu'on doit continuer à assumer et à engager. Moi, j'ai été très frappé d'un déplacement que j'ai fait, ça remonte un peu, dans une ville que je ne citerai pas stigmatisée, mais une école absolument remarquable, école primaire qui incarne tout ce qu'on a fait pour l'école de ces quartiers depuis 2017. Toutes les classes dédoublées, petit déjeuner gratuit servi à tous les élèves le matin, professeurs d'une très grande qualité, on a revalorisé leurs primes, l'école avait été intégralement refaite par la commune. D'ailleurs, je vois la directrice, je lui dis ça doit être absolument formidable pour les élèves. Et elle me dit c'était formidable au début, mais il y a une association qui a ouvert, qui fait soi-disant de l'accueil aux devoirs le mercredi et le week-end, mais qui en réalité lave le cerveau des enfants. Et on n'a jamais eu autant de déscolarisation et de désinscription de l'école d'enfants, soi-disant ensuite en instruction en famille, mais qui en réalité, on le sait, sont scolarisés de manière clandestine dans cette école-là. D'où l'importance de ce qu'on a fait sur l'instruction en famille depuis, pour réduire au maximum les dévoiements, et d'où ce qu'on doit continuer à faire pour fermer ces établissements. Je passe assez vite sur... Donc deuxième question, oui, évidemment, c'est absolument majeur. Il y a 2 publics, on va dire, extrêmement vulnérables, pour lesquels, on le sait aujourd'hui, on n'est pas au niveau de ce qu'on doit faire en matière de scolarisation. C'est les enfants placés, les enfants de l'ASE, et effectivement les enfants qui sont hébergés dans l'hébergement d'urgence. Sur les enfants placés, j'ai annoncé en début de semaine, dans le cadre du comité interministériel à l'enfance, des dispositifs pour arriver à une vraie scolarité protégée. Et sur l'hébergement d'urgence, c'est ce qu'on est en train de mener. On aura l'année prochaine un moment important, à la rentrée prochaine, puisque tous les enfants sur le sol national bénéficieront désormais d'un numéro INE, qui est l'identifiant éducation nationale pour chaque élève. Ça paraît tout ça comme ça très administratif, peut-être même anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Ça va vraiment simplifier le partage d'informations et la capacité à scolariser aussi vite que possible des élèves qui sont des enfants qui sont dans l'hébergement d'urgence. Il y a probablement d'autres mesures à inventer. Moi, je suis très ouvert pour qu'on puisse y travailler ensemble avec les élus qui sont les plus confrontés à ces situations. Enfin, très dur de répondre à votre... Où êtes-vous ? D'accord. Très dur de répondre à votre question en quelques instants, mais moi je considère que c'est le cœur de la mission qui est la mienne. Élever le niveau général. Élever le niveau. Assumer qu'on a le droit de viser une certaine excellence et une exigence pour nos élèves. En 2018, un élève de 4e avait le niveau d'un élève de 5e de 1995. En 23 ans, on a perdu 1 an de niveau. J'ai présenté la semaine dernière les résultats des évaluations nationales qu'on réalise désormais, et on le doit notamment à Jean-Michel Blanquer qui avait mis en place ces évaluations. CP, CE1, CM1, 6e, 4e, seconde, on a des évaluations nationales, ce qui permet de savoir le niveau individuel de chacun et de personnaliser les apprentissages et d'avoir une photographie du niveau général. Que nous disent ces évaluations ? D'abord, il y a un signe d'espoir. Je pense que c'est toujours important de regarder aussi ça, sinon on fait tous autre chose.
Si on ne croyait pas qu'on pouvait changer les choses, on ferait tous différemment. En tout cas, moi, ça serait mon cas. Je sais que pour vous aussi, je fais partie des quelques membres du gouvernement qui sont élus locaux. Je suis conseiller municipal dans ma commune depuis 10 ans. Je sais ce que donnent les élus locaux, les maires sur le terrain. Donc, on croit qu'on peut changer les choses et on le voit. On a fait une énorme priorité depuis 2017 pour l'école primaire, notamment sur la lecture, l'écriture et le calcul, et notamment pour les quartiers les plus difficiles où il y a le plus d'écart. Qu'est-ce qu'on voit? Que tout l'investissement qui a été mis depuis 2017 pour le premier degré, qui est inédit dans notre histoire, commence à porter ses fruits. Il y avait en 2017 un élève sur 3 qui rentrait en 6e sans savoir lire, écrire et compter correctement. On est là en 2023 à 1 sur 4. Alors ça reste beaucoup trop. Mais enfin, on voit que pour la première fois depuis très longtemps, ça s'améliore. Et que la génération 2017, celle qui entrait en CP quand le président de la République a été élu et qu'on a réinvesti massivement sur le primaire, et qui rentre en 6e cette année, elle s'en sort mieux que la génération 2012 et la génération 2007. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut poursuivre. Et notamment poursuivre au collège, parce que là, on a vu les résultats absolument édifiants. On voit que le collège ne parvient pas à réduire les écarts qu'on constate à l'entrée en 6e. En 4e, songez bien qu'un élève sur 4 n'a pas le niveau attendu en lecture pour un élève de CM2. De CM2. Donc, j'ai lancé un travail depuis 2 mois de concertation avec les enseignants, et d'ailleurs, je veux saluer 250 000 enseignants qui ont répondu au questionnaire que j'ai envoyé, avec les organisations syndicales, avec un certain nombre d'experts. J'annoncerai le 5 décembre des mesures pour élever le niveau, et notamment pour investir massivement sur le collège. Et je le dis, je n'ai aucun tabou. J'ai ouvert un certain nombre de débats, j'ai vu que ça faisait débat, notamment certaines organisations syndicales qui s'y opposaient, et notamment la question de groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. Je le dis, mais parce que les enseignants me le disent sur le terrain. On ne peut plus avoir dans la même classe, en français, en mathématiques, des élèves qui savent parfaitement lire et des élèves qui ne savent pas lire, puisqu'à la fin, plus personne ne progresse. Et ça tire tout le monde vers le bas. Donc moi, j'assume de dire qu'on doit revoir notre organisation si on veut vraiment élever le niveau général. C'est ça la mission de l'école, c'est ma mission. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons au passé, à mes prédécesseurs, je suis là pour regarder de l'avant. Et je crois profondément, parce que c'est ce qu'on est en train de voir, notamment à l'entrée en 6e, qu'on peut redresser la barre. On peut reprendre les choses en main, et c'est, vous l'aurez compris, ce que je souhaite faire dans les mois à venir. Merci. Merci. Il est 12h23. Cher public, il est 12h23. On a 7 minutes encore avec Monsieur le ministre, d'après son cabinet. Moi, j'ai plus de temps, si vous voulez. Alors, il faudrait que le cabinet... Alors, Madame tout d'abord, et Monsieur ensuite, et puis une troisième question pour la parité, j'égaliserai les choses. Bonjour, Monsieur le ministre. Un grand merci d'être parmi nous. Donc, Maria Paz... Ici. Oui, là. Ici. Donc, je suis maire adjointe d'une toute petite commune dans la périphérie des Dijon. Et donc, je vous remercie de mesures, parce que je suis aussi professeur d'espagnol à Dijon même. Donc, je vous remercie de toutes les mesures que vous nous avez brillamment résumées pour les secondaires en ce qui concerne voilà, les calendriers scolaires, la reconquête des mois de juin. Mais je voudrais simplement ici, en tant que représentante d'une toute petite commune, parce que je pense qu'ici, on est la grande majorité des maires qui sont ici ou des adjoints sont des toutes petites communes, simplement vous demander qu'est-ce que l'éducation nationale peut faire pour que nous puissions améliorer la qualité de notre service périscolaire, parce qu'il y a une grande différence, nous, qui on est en périurbaine, entre les services qui propose la ville de Dijon et que nous, on peut proposer par manque de moyens, simplement. Et aussi, une petite précision pour finir, c'est par rapport à l'SASH. Évidemment que les statuts des SASH, il doit changer. Évidemment que les statuts des SASH, il doit être complété par des services dans les périscolaires. Mais moi, je parle ici maintenant des publics, de l'école publique et laïque. Donc, c'est un grand effort dans nos petites communes de faire porter sur nous le financement de cette partie de la rémunération des SASH. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Derrière vous, s'il vous plaît. Derrière vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, cher maire. Flavien Fouet. Donc, je suis CPE au collège dans une commune en Guyane, à Grand-Santi plus précisément. Et ma question, c'est plutôt autour des moyens dans les établissements scolaires. Alors nous, en termes d'équipement à la mairie,
nous sommes très très bien accompagnés par les services de l'État, mais le problème se pose plutôt au niveau des enseignants à la rentrée. Là, pour les vacances de Toussaint, quand nous sommes partis, nous avions encore beaucoup de classes dans les écoles où il n'y avait pas de professeurs nommés et où les élèves étaient encore à la maison. Même à la rentrée de novembre, nous avions encore ces problèmes-là. Alors c'est vrai que les communes du fleuve sont compliquées parce que très isolées et difficultés d'accès. Mais plus généralement, ma question rejoint la question qui a été posée par la collègue concernant le niveau des élèves. On se rend compte que les élèves sur le fleuve cumulent beaucoup de difficultés, mais il manque des moyens pour les accompagner, notamment les psy-EN ou les personnes pour détecter les difficultés des élèves et justement les mettre dans des bons dispositifs. Monsieur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour, je suis Gaël Souchet. Moi, je suis adjoint au maire en fait, sur la ville de Saint-Égrève en Isère. Nous avons à peu près 1500 enfants scolarisés, 67 classes. Je rebondis sur ce que vous parliez tout à l'heure sur la carte scolaire et cette idée de planification que je trouve intéressante. Et ça pourrait être aussi intéressant peut-être d'aller au-delà. Dans les écoles, en fait, on prend notre part à cette planification et notamment cette transition dans la rénovation énergétique, dans la désimperméabilisation des sols, dans les cours d'école. On a commencé, nous, des projets où on en fait une par an. Et pour aller justement dans cette idée, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a rencontré notre IEN dans une logique un peu comptable où elle est venue nous voir en disant voilà, vous avez 67 classes avec une moyenne qu'on calcule, il faudrait éventuellement fermer 5 classes. Alors évidemment, on a négocié, parce qu'on n'était pas d'accord. Et c'est plus aussi dans cette idée de nous, on va investir. Est-ce que vous auriez aussi la possibilité d'investir pour l'avenir? Nos enfants, c'est l'avenir. Oui. L'avenir, c'est nos enfants. De se dire aussi, l'investissement, il peut aussi se faire du côté éducation nationale, en évitant peut-être parfois de fermer des classes pour avoir des classes moins chargées. Donc maintenir ce niveau d'enseignants finalement et sortir un peu de cette logique des fois un peu comptable pour permettre non seulement peut-être d'avoir des classes moins chargées partout, qui permettra aussi peut-être d'arriver peut-être à améliorer ce fameux niveau qu'on veut remonter, et puis aussi avoir ce réservoir aussi d'enseignants, puisqu'on a aussi cette difficulté parfois d'avoir des enseignants et des remplacements d'enseignants quand on a des absences qui durent un peu longtemps, et c'est également une difficulté. Voilà, je vous remercie. Merci. Gabriel Attal, il est 12h28. J'ai encore 2 questions et plein d'autres. Que souhaitez-vous faire? Je sais pas, on a la salle jusqu'à... 12h45, 13. Bon, très bien, on peut aller jusqu'à 12... Je vois mon cabinet qui s'agite en disant que ça a l'air compliqué. Mais... En effet. Non, mais on peut reprendre Très bien, donc là. 3 questions, là, vous les avez notées, et après une nouvelle séquence. On fait comme ça. Bon, sur le périscolaire, j'ai dit tout à l'heure notamment ce qu'on faisait en matière d'investissement pour la formation d'animateurs, parce que je sais que c'est un problème pour beaucoup de communes. Et ce qu'on a réussi à faire, je crois, l'an dernier sur le BAFA, il faut qu'on continue à le porter pour que vous puissiez avoir davantage vous puissiez être davantage outillés en termes humains pour le faire. Sur les AESH, l'école inclusive, c'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui, et je le sais partout sur le terrain. Là aussi, on a quand même fait un certain nombre de progrès depuis 2017. On accueille beaucoup plus d'élèves, 475 000 élèves en situation de handicap qui sont accueillis, parce qu'on a recruté beaucoup d'AESH. C'est désormais le 2e métier de l'éducation nationale, elles sont 135 000. On a fait des progrès donc d'un point de vue quantitatif. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des progrès d'un point de vue qualitatif sur la qualité de l'accueil. Moi, je le dis, je suis préoccupé quand je me déplace, que j'échange avec des professeurs des écoles, des directeurs d'école, par parfois l'épuisement, la difficulté, le sentiment d'être dépassé par l'accueil d'élèves en situation de handicap. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à recruter pour les accompagner, continuer à déprécariser aussi le métier d'AESH. Je rappelle qu'en 2017, les AESH étaient recrutés sur des contrats assez précaires, en contrat aidé. En cette rentrée, on en a 60% qui sont en CDI. On les a augmentés à la rentrée de 10 à 13%, ce qui fait sur un salaire de 800 € par mois en moyenne, évidemment peu. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce qu'elles puissent faire davantage d'heures et faire un temps complet pour améliorer leur rémunération. Et c'est notamment sur le temps de la pause méridienne qu'on peut y arriver. Moi, je suis assez tenu, je dois le dire, par la décision du Conseil d'État sur le sujet qui dit que ce n'est pas le financement par l'État sur ce temps-là, mais que c'est le financement par les collectivités locales.
Donc je suis conscient des difficultés. Il faut qu'on arrive à signer des conventions au niveau local, et il y en a déjà plusieurs dizaines qui ont été signées entre l'éducation nationale et les communes. Et parfois on arrive en adaptant les choses à faire en sorte qu'il y ait quand même, de manière un peu détournée ou indirecte, un soutien de l'État sur ce sujet-là. Mais il faut qu'on y arrive parce que c'est bon pour les AESH en termes de rémunération et c'est comme ça qu'on arrivera à les fidéliser. C'est bon pour les élèves handicapés parce que c'est absurde d'avoir à l'heure du déjeuner des AESH qui ne sont pas en temps de travail et pas rémunérés et des élèves à la cantine qui auraient besoin d'un accompagnement avec une personne formée qui n'ont pas toujours une personne vraiment formée pour les accompagner. Donc il faut qu'on arrive à déployer ces conventions. Et nous, en tout cas, on est très ouverts. Mes services, c'est la consigne que je leur ai donnée, à adapter les choses pour que ça soit le plus facile possible pour les communes, y compris d'un point de vue financier, même si, encore une fois, on est tenu par une décision de justice. On va continuer à avancer. Notamment, on va développer dans l'éducation nationale une politique consistant à dire qu'on n'attend plus la notification de la MDPH pour adapter l'accompagnement et le matériel pédagogique. Parce que parfois, c'est 8 mois, 10 mois avant qu'il y ait la notification. Et donc là, on va, à partir de l'année prochaine, expérimenter des pôles d'appui à la scolarité où, en gros, l'éducation nationale pourra décider d'une adaptation pédagogique, d'un accompagnement, sans attendre la notification MDPH. Ça, je pense que pour les familles, ça va être plus simple. Ces pôles d'appui à la scolarité, ça sera aussi un guichet unique pour les accompagner dans leur démarche, y compris avec la MDPH, parce que ça peut être très compliqué. Je pense par ailleurs qu'on peut encore simplifier les démarches côté MDPH, que les familles n'aient pas régulièrement à devoir y retourner. Donc, il faut progresser, mais je le dis, c'est un enjeu majeur. Parce que je ne voudrais pas que certains, politiquement, notamment du côté des extrêmes, cherchent à prospérer sur ces difficultés qu'on constate. Et ce n'est pas un sujet franco-français. L'extrême droite allemande, l'AfD, a annoncé cet été qu'ils mettaient désormais au cœur de leur projet politique le rejet de l'école inclusive. Et on voit ce mouvement dans un certain nombre de pays. Moi, je ne veux pas que des difficultés qu'on constate sur le terrain deviennent le terreau pour certains qui, politiquement, chercheraient à instrumentaliser ces difficultés, parce que revenir en arrière sur l'école inclusive, ça serait terrible pour les enfants, terrible pour les familles et globalement terrible pour l'école, parce que le rôle de l'école, c'est de pouvoir accueillir tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés ou leur vulnérabilité. Sur la question des enseignants, il y a 4 académies où on a le plus grand nombre de difficultés à recruter. L'Académie de Versailles, Créteil, Mayotte et Guyane. Donc oui, on a des vraies difficultés. On cherche évidemment à y répondre. J'annoncerai en janvier une réforme profonde de la formation initiale des enseignants, ce qui est à la fois un enjeu d'attractivité du métier d'enseignant, parce que la formation telle qu'elle est organisée, souvent est un frein pour des jeunes qui ont cette vocation de devenir enseignants, mais qui sont découragés par un concours qui a été positionné à Bac+5, par un accompagnement social pas suffisamment fort. Il faut en revenir aux écoles normales, adaptées au XXIe siècle, avec la possibilité de pré-recruter dès le bac des jeunes qui ont envie de devenir enseignants, qui ont cette vocation, avec une vraie politique sociale, de les accompagner pendant 3 ans à fond sur les fondamentaux, le français, les mathématiques, la laïcité, un concours à Bac+3, et ensuite une entrée progressive dans le métier sur 2 ans. Voilà. C'est pas une annonce. C'est pas une annonce, mais c'est mon schéma à souhaiter. C'est ce que j'ai mis dans la discussion avec les organisations syndicales et ce que je souhaite pouvoir mettre en place, évidemment, ensuite. Je pense que ça réglera une partie de l'enjeu d'attractivité. Il y a aussi un enjeu de rémunération. Je rappelle quand même que ce qui a été fait depuis la réélection du président de la République, c'est inédit depuis 1990. Alors j'entends que certains, c'est normal, c'est le débat démocratique, les organisations syndicales disent que c'est pas assez. Mais enfin quand même, on n'avait pas vu une telle hausse de rémunération sur un temps si court depuis 1990. Et oui, il y a une grande partie de rattrapage. Mais enfin, on est en train d'effacer une génération de déclassement salarial. Un enseignant, parce qu'on compare souvent au SMIC, en l'an 2000 gagnait 1,7 SMIC. C'était descendu en 2013 à 1,5 SMIC. Avec les revalorisations du point d'indice de cet été et de l'été précédent, la revalorisation socle pour les enseignants de cette rentrée, on est remonté à 1,8 SMIC. Donc on voit qu'on est en train d'effacer un recul de rémunération qu'il y a eu ces dernières décennies. On est maintenant, pour les débuts de carrière, au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Il y a 3 ans, un enseignant en début de carrière gagnait autour de 1 700 € nets par mois. C'est 2 100 € nets par mois maintenant. 400 € de plus en quelques années seulement. On est au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour les fins de carrière. Maintenant, l'enjeu, c'est les milieux de carrière. C'est vrai qu'il y a encore un retrait. Et par ailleurs, c'est un enjeu de motivation aussi pour des enseignants
quand ils arrivent au milieu de la carrière, il n'y a plus trop de progression. Donc là, on est en train d'y travailler aussi avec les organisations syndicales, voir comment on peut mettre davantage de progression. Sur les questions d'attractivité de métier, évidemment que tous les personnels sanitaires, notamment, vous en avez parlé, médecine scolaire, c'est un véritable enjeu, qui n'est pas tant là, qui n'est pas un enjeu de création de postes ou de budget. Les postes sont ouverts, mais un enjeu d'attractivité de ces métiers. 45% des postes de médecins scolaires sont vacants aujourd'hui dans nos établissements. Là, je ne sais pas si la question de la rémunération est le seul sujet. On a augmenté de 20% la rémunération des médecins scolaires depuis 2020. Ils ont maintenant accès aux primes REP, REP+, comme les enseignants dans ces quartiers. Ça n'a pas produit beaucoup d'effets. On manque de médecins d'une manière générale. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est le premier sujet auquel vous êtes confrontés. Donc tant qu'on manquera de médecins, on manquera de médecins dans nos écoles. Évidemment, dans quelques années, on verra, j'espère, l'effet des mesures qui ont été prises sur le numerus clausus et que ça se traduira dans nos établissements scolaires. En attendant, moi je crois qu'on doit arriver à avoir une vraie coopération au niveau local et c'est là où les élus locaux ont un vrai rôle. Vu qu'on manque de professionnels, il faut qu'on arrive à avoir davantage de temps partagé. Et je pense que c'est aussi un levier d'attractivité pour les professionnels. Moi, je serais très favorable à ce qu'on ouvre la possibilité pour des infirmières scolaires à pouvoir à la fois être en poste dans un établissement scolaire et cumuler avec un exercice libéral si elles le souhaitent. C'est par ailleurs le souhait des jeunes aujourd'hui de pouvoir faire plusieurs choses. J'ai une petite sœur orthophoniste, elle adore l'hôpital mais elle ne se voyait pas travailler à 100% à l'hôpital. Elle voulait faire du libéral, paye un peu mieux et en même temps elle aime l'hôpital. Elle fait les deux. Donc on doit être capable, nous aussi, dans nos administrations d'État et à l'éducation nationale, de permettre des exercices partagés, ce qui sera bon aussi pour les territoires concernés. Je vais vite parce que je vois que vous me pressez. Sur la question de planification, oui, évidemment. Mais moi, je veux rappeler que la logique comptable, quand même, et c'est l'ancien ministre du Budget qui vous le dit aussi, s'agissant de l'éducation nationale, on en est quand même assez largement sorti. Alors peut-être que ça ne se voit pas toujours sur le terrain, mais enfin, depuis 2017, on a perdu 300 000 élèves du fait de la démographie. Et on a augmenté le budget de l'éducation nationale de 15 milliards d'euros. Il n'avait jamais autant augmenté sur un quinquennat, alors qu'on a perdu 300 000 élèves. Dans les 5 ans qui viennent, du fait de la démographie, on va perdre encore 470 000 élèves. Et on va continuer à augmenter le budget de l'éducation nationale. On a amélioré le taux d'encadrement au niveau national depuis 2017. On a moins d'élèves par classe aujourd'hui qu'on en avait en 2017 et on en aura moins en 2027 qu'on en a aujourd'hui parce qu'on ne fait pas ce qu'on appelle de reprise démographique. Ça veut dire qu'on ne se dit pas, voilà, il y a tant d'élèves en moins, bah donc on va supprimer tant de postes. On ne reprend pas à 100% la baisse démographique pour pouvoir continuer à améliorer le taux d'encadrement. Donc je pense que l'enjeu, c'est vraiment de donner une planification et de partager le constat, les objectifs ensemble et que ça ne tombe plus, comme vous le disiez, par l'IEN qui arrive et qui dit voilà, les 5 classes qui ferment, ça c'est pas possible. Donc moi je crois beaucoup à ces instances qui sont en train d'être mises en place au niveau local pour y parvenir. J'ajoute un point sur les questions de planification. Vous l'avez dit, la rénovation thermique des établissements scolaires, c'est absolument majeur. Ça a été dit tout à l'heure aussi par Frédéric Le Turc. Là quand même, on est aussi, je crois, au rendez-vous d'une part importante de la responsabilité, puisqu'on sait que c'est de la compétence des collectivités locales. Pour autant, le président de la République a annoncé, dans le cadre du Fonds vert, 500 millions d'euros par an à compter de 2023 pour la rénovation énergétique de nos établissements scolaires et en fait de nos écoles. On a un objectif, c'est de rénover 40 000 écoles dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on doit multiplier par 2 ou 3 le rythme de rénovation chaque année. On met 500 millions d'euros par an dans le Fonds vert pour rénover des écoles. Et ça, rapprochez-vous des DAZEN, des services académiques, qui sauront vous dire la procédure pour bénéficier des fonds. On met 300 millions d'euros, ça aussi c'est assez peu connu, sur la rénovation des équipements sportifs adossés aux écoles. 100 millions d'euros par an, c'est dans le budget des sports. Là aussi, il faut se rapprocher des services préfectoraux des académies pour pouvoir en bénéficier. Donc oui, cette question de la planification, elle est essentielle. Et si on est au rendez-vous de cette responsabilité, c'est d'abord un enjeu de bien-être pour nos élèves et pour nos enseignants. On n'apprend pas dans de bonnes conditions, on ne transmet pas dans de bonnes conditions si on a trop chaud l'été et trop froid l'hiver dans un établissement scolaire. C'est un enjeu aussi de planification écologique. Si on veut atteindre nos objectifs en matière de réduction des émissions de CO2, il faut rénover nos bâtiments publics. Et la moitié des bâtiments publics, c'est des bâtiments scolaires. Donc saisissez-vous aussi de ces budgets et de ces outils qui sont mis à disposition des collectivités locales. Alors, je vous propose 3 nouvelles questions. Et je ne peux pas satisfaire tout le monde, hein. La salle est incandescente, monsieur le maire. Monsieur le ministre, pardon. D'une part, madame et madame. Bonjour, monsieur le ministre. Dans le contexte, Jordana Harris du WWF, dans le contexte d'urgence climatique et de déclin sans précédent de la biodiversité, c'est aussi la mission de l'école de former les enfants aux défis qu'ils auront à relever, qu'ils ont déjà à relever.
Et pourtant, l'éducation à l'environnement ne fait pas partie de vos attributions, alors que celle aux usages du numérique, par exemple, l'est. Et sans politique publique dédiée, eh bien, pas de données. Et la dernière fois, par exemple, qu'on a eu des données sur les classes découvertes, on a découvert qu'elles ont diminué de moitié. Et aujourd'hui, ce sont donc des collectivités pionnières, des maires et des enseignants volontaires qui agissent. Donc plusieurs propositions. Dans l'enceinte de l'école, généralisons les potagers pour l'éducation au vivant et à l'alimentation. Dans la commune, développons la classe scolaire et dans le pays, régénéralisons les classes découvertes aussi pour rétablir le lien entre urbain et rural. Et profitons dès aujourd'hui, puisque vous en avez parlé, des 10 000 écoles à rénover, des travaux sur la rénovation énergétique pour redévelopper aussi ce contact à la nature et à la biodiversité. Voilà, plutôt suggestion que question, madame, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, madame Bellamy, maire d'une petite commune de 1100 habitants, présidente de l'association des maires de la Vienne et conseillère départementale. Voilà, tout cumulé, mais je vois sur tout le territoire, nous avons 266 communes, dont 103 communes profitent jusqu'à aujourd'hui du fonds de péréquation périscolaire. Pouvons-nous espérer une pérennisation ? Voilà, et monsieur Attal, je vous propose derrière vous, s'il vous plaît, de proposer cette dernière question pour respecter aussi les attentes de votre cabinet. Madame le maire. Bonjour, oui. Bonjour. Madame le maire, monsieur Attal, monsieur le ministre, messieurs les élus, je voulais juste intervenir donc, pour deux petites choses. J'ai la chance de faire à mon image les deux plus beaux métiers du monde. Je suis maire depuis très peu d'une petite commune dans le Jura, Parcé, qui fait à peu près 1000 habitants, que je vous invite d'ailleurs à venir visiter, qui est très jolie. Tout comme les autres. Et on a d'énormes difficultés. Pourtant, j'ai une équipe très, très solidaire et très active à mes côtés. On a d'énormes difficultés à investir pour justement notre école. Nous sommes actuellement dans le projet de rénovation de l'école, éventuellement un RPI avec les villages, puisqu'on a effectivement des baisses d'effectifs comme partout. Et donc, on a des grosses difficultés à obtenir ces subventions et monter nos plans de financement. Donc la première des choses, c'est est-ce que effectivement ce fonds vert va vraiment être attribué à toutes les écoles et non pas comme il a été dit l'année dernière aussi quand on dépose des projets, puisqu'il nous a été refusé l'année dernière pour la rénovation énergétique au niveau de l'éclairage public parce qu'on avait déjà eu la DETR, voilà, alors qu'on m'avait dit que les deux étaient possibles. Et puis le deuxième plus beau métier que je fais également, c'est professeur des écoles. Donc je suis effectivement bien placée aujourd'hui, à mon sens, pour vous dire que je pense, et Madame le disait tout à l'heure, que oui, le niveau a évolué, a grandement changé et baissé. Et je pense qu'en fait, on a un petit peu oublié d'écouter les enseignants. Voilà. Depuis quelques années, les enseignants ont été un peu oubliés. On a oublié de les écouter en haut. Et il faudrait redescendre un petit peu sur le terrain et revoir un petit peu ce qui se passe. Baisser les classes, le nombre d'élèves dans les classes, ça c'est important parce qu'on a de plus en plus d'élèves en difficulté, donc il faut qu'on s'en occupe. Pour s'en occuper, il faut moins d'élèves. Et puis avoir un accompagnement un peu plus important. Donc je suis ravie que vous ayez parlé de l'école normale et de revenir sur la formation parce que je pense que également c'est un peu la clé. Donc je voulais savoir si réellement, avec cette enquête, les enseignants allaient être écoutés. Merci madame. Pardon pour ceux qui n'auront pas pu poser de questions ou faire de commentaires. Je vous propose, monsieur, encore deux autres, vous êtes dans cette capacité. Alors, il y a monsieur, je vais faire de la parité inversée. Monsieur et monsieur. Monsieur le ministre, bonjour et merci. Oui, je vais être un peu à part, oui, parce que je suis une petite communauté de communes de moins de 10 000 habitants avec 11 écoles, avec des écoles rurales. Avec les budgets compliqués ces dernières années, on n'a pas les moyens de maintenir toutes ces écoles. Alors, donc on se demande comment les maintenir et financièrement comment pouvoir maintenir ces écoles sans perturber l'enseignement. Parce que dans ces petites écoles, forcément, comme ça vient d'être dit, on apprend beaucoup mieux avec 15, 16, 20 élèves. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur Calumet du conseil municipal de la ville de Cayenne. Je fais également le plus beau métier du monde. Je suis professeur des écoles, coordonnateur de réseau d'éducation prioritaire renforcée et des questions
concernant les enveloppes qui sont accordées au réseau d'éducation prioritaire, puisque nous n'avons pas forcément les moyens de mettre en place des projets, comme par exemple la visite des collèges pour les classes de CM2, le transport, quand on fait appel aux mairies, ou même des enveloppes que nous avons en réussite éducative, n'ont pas forcément les moyens pour mettre en place ces divers projets. Le coordonnateur de réseau fait aussi ce lien entre les partenaires, les parents, etc. Et là encore, on manque de moyens. On aimerait que, voilà, on puisse avoir plus de moyens pour ces projets. Et puis vous parliez des résultats, des évaluations nationales de 6e. Je suis convaincu de tous les dispositifs que le ministère met en place, mais vous oubliez peut-être une spécificité pour les académies d'outre-mer, de prendre en compte nos élèves. On parlait de créole tout à l'heure, la façon que l'élève créole a de réfléchir. Nos élèves n'ont pas forcément le même vocabulaire que les consignes, les exercices qui sont mis dans les évaluations nationales. Et on aimerait que nos académies, enfin en tous les cas je parle pour la Guyane, on puisse bénéficier d'une espèce de dérogation, d'évaluation nationale adaptée à notre territoire. Alors merci beaucoup pour toutes ces questions. D'abord sur l'éducation à l'environnement. Je trouve un peu dur. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans nos écoles. À l'initiative des enseignants, des professeurs des écoles, des collectivités locales. D'ailleurs, vous disiez il faut former nos enfants à l'environnement. Souvent, c'est les enfants qui forment les parents maintenant. Et parce qu'ils ont cette conscience, parce qu'ils apprennent et qu'ils découvrent des choses à l'école, ils rentrent à la maison et ils expliquent à leurs parents comment est-ce qu'il faut trier, comment est-ce qu'il faut économiser l'énergie, etc. Évidemment que ça doit être une mission de l'école, mais d'abord, je crois qu'on le fait beaucoup. On le fait pour le second degré davantage maintenant dans la rénovation des programmes qui a eu lieu dans la réforme du lycée et autres. On va continuer à le faire, notamment dans la rénovation du programme de technologie qui est en cours. Ensuite, sur les classes de découverte, totalement d'accord. Dans le budget 2024, là, qui est en train d'être examiné au Parlement, on met 3 millions d'euros en plus pour soutenir des classes de découverte, parce que c'est évidemment très utile. On porte aussi des projets, et je porte avec Éric Orsena un projet sur la question du lien entre les écoles et les rivières. Vous en entendrez parler. Il y a vraiment des très belles choses qu'on va faire sur le sujet. Dans le cadre du CNR que j'évoquais tout à l'heure, une grande partie des projets financés par le CNR sont des projets liés à la transition écologique et à l'environnement. Donc on partage les objectifs et je pense aussi que dans les fonds qu'on met pour la rénovation des établissements scolaires, l'isolation thermique, ça peut tout à fait inclure des projets potagers, partagés et autres. Sur le fonds vert. Donc, il y a beaucoup de questions, pardon, mais qui relèvent aussi beaucoup de mon collègue Christophe Béchu. Moi, je fais toujours très attention à faire attention au périmètre des uns et des autres. Mon secret de survie pour l'instant dans le gouvernement et en politique d'une manière générale. Donc, sur les règles d'attribution de financement, sur le fonds vert, ça dépend du budget du ministère de Christophe Béchu. Donc, ce n'est pas moi qui fixe les règles. Je ne peux pas vous répondre de manière précise sur la manière dont les choses seront prévues, mais voilà, en tout cas, c'est 500 millions d'euros par an en plus pour soutenir nos établissements scolaires dans leur rénovation énergétique, ce qui est absolument essentiel. Sur le nombre d'élèves par classe, j'entends parfaitement. Encore une fois, si je prends les communes rurales éloignées, on est en moyenne à 20 élèves par classe dans le premier degré. Honnêtement, si je traverse le périphérique, que je vais sur ma circonscription, Vans-Vissy-les-Moulineaux, c'était de l'autre côté, et que je leur dis ça va les faire rêver, sincèrement. Alors je ne dis pas que la situation est simple partout, et notamment quand il reste quelques classes seulement, la fermeture d'une classe, je sais que ça a un impact terrible. C'est pour ça d'ailleurs que sur les fermetures d'écoles, maintenant on a arrêté sans l'accord du maire. Mais faut mesurer ça. Évidemment, l'objectif, c'est de continuer à améliorer le taux d'encadrement, avoir moins d'élèves par classe. Mais ce n'est pas le seul objectif. Quand vous regardez les pays autour de nous, dans l'OCDE, dans les fameux classements qui réussissent mieux que nous, ils n'ont pas toujours beaucoup moins d'élèves que nous par classe. Il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Je parlais tout à l'heure des manuels scolaires. Le fait qu'on ait encore dans beaucoup de classes, en bon premier degré, des élèves qui n'ont pas de manuel de référence, c'est un problème. Parce que parfois, vous avez des enseignants qui se retrouvent à aller chercher des contenus qui ne sont pas toujours les contenus prouvés scientifiquement comme étant utiles à l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Et parce que parfois, quand il y a des manuels, ce n'est pas les bonnes méthodes. Donc moi, j'ai ouvert aussi un débat qui est un peu tabou, et j'annoncerai des choses au début du mois de décembre, qui est la possibilité pour le ministère de l'Éducation nationale de labelliser des manuels scolaires quand on considère que les méthodes de ces manuels scolaires sont prouvées scientifiquement comme efficaces pour que nos élèves puissent apprendre. Donc c'est aussi par ça, je pense, qu'on va progresser. La réforme de la formation que j'évoquais tout à l'heure.
Je pense qu'il y a aussi la question du tabou du redoublement qu'il faut revoir. Il y a un moment, voilà, on est peut-être passé d'un extrême à l'autre. Quand on parlait tout à l'heure de la statistique des élèves qui rentrent en 6e sans savoir lire, écrire et compter, pardon, enfin, c'est quasiment de la maltraitance. Parce qu'on sait que c'est des élèves qui vont ensuite se retrouver à décrocher. Comment vous voulez faire de l'histoire-géographie si vous ne savez pas lire? Faire de la physique-chimie si vous ne savez pas compter? Donc oui, je pense qu'il faut aussi assumer des décisions qui seront parfois difficiles, mais je les assumerai sur ce sujet-là. Rendez-vous au début du mois de décembre, mais j'ai donné quelques pistes. Sur le périscolaire, donc sujet sensible ces derniers mois du fonds de soutien aux activités périscolaires. Pour mémoire, fonds qui avait été mis en place au moment de la réforme des rythmes scolaires sous François Hollande, liberté redonnée aux communes au début du quinquennat Macron, maintien du fonds, quand bien même il n'y a plus d'obligation de ce point de vue-là. La question aurait pu se poser à l'époque de supprimer le fonds au moment où la liberté a été redonnée. Elle ne l'a pas été. Il y a 1 an a été actée la suppression du fonds. C'était écrit dans les annexes du projet de loi de finances 2023, disant que ça sera supprimé à partir de la rentrée 2024. Je suis nommé au ministère de l'Éducation nationale en juillet et je découvre qu'il n'y a jamais eu de discussion entre les associations d'élus et le gouvernement sur le sujet. Ce qui est juste pas possible. C'est pas possible que vous soyez devant le fait accompli et que vous découvriez les choses. Donc, j'ai dit, on ne touche à rien à la rentrée 2024. Et on se donne le temps de la concertation pour les années qui viennent. Je ne sais pas vous dire sur quoi ça va atterrir. Je pense qu'il y a plusieurs modèles possibles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus d'1 tiers du budget est versé à 5 grandes villes. Je ne suis pas certain que les sommes toutes assez dérisoires quand on compare avec le budget de ces grandes villes qui leur sont versées, soient absolument essentielles à ce qu'elles puissent maintenir des activités périscolaires. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles règles pour le fonds qui permettent de le maintenir, de continuer à financer des communes de moins de, 6 000 habitants par exemple ou autre. Je pense que c'est ce travail-là qu'on doit avoir au plus fin pour avoir une solution satisfaisante pour les communes. Enfin, c'était quoi à quoi j'ai pas répondu parce que j'ai pas tout noté. Sur la créolisation des documents administratifs peut-être ou sur les évaluations. Ça on peut. Non, mais ça, on peut regarder. En Guyane, pardon. Non, mais ça, on peut regarder, y compris dans le cadre... ce que vous disiez, c'est tenir compte de la spécificité des élèves dans les évaluations qu'on fait. Ça, oui, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'adapter les choses. J'ai échangé avec le recteur de Guyane il y a quelques jours. Je vais d'ailleurs me rendre prochainement en Guyane. Là aussi, on arrive quand même à mettre en place des dispositifs assez exceptionnels. Vous parliez tout à l'heure des communes du fleuve. Et je vais aller voir. Et on me dit qu'y compris, on arrive, à travers le numérique... maintenant à avoir de l'enseignement à distance dans des communes assez éloignées sur le fleuve, par satellite. C'est un gros investissement public du ministère de l'Éducation nationale, mais on l'assume. Ça ne règle pas tous les problèmes, évidemment, mais en tout cas, on arrive à des solutions. Et moi, vous l'avez compris, je suis pour le plus d'adaptation possible au niveau local, sinon ça ne marche pas. Évidemment que l'éducation, elle est nationale, et elle est nationale parce que, encore une fois, on forme des républicains, on démocratise le savoir. Une fois qu'on a dit ça, pour assumer l'entièreté de cette mission et l'assumer le plus efficacement possible pour tous les élèves de France, ça nécessite de pouvoir adapter les choses à la réalité de chaque territoire. C'est ma philosophie et je souhaite pouvoir construire tout ça avec vous. Merci beaucoup. Delphine Labalze vous salue, ainsi que Frédéric Le Turc. C'est le moment. Delphine, quelques mots. Attendez. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention sur ce long atelier. Je remercie évidemment l'ensemble des intervenants qui se sont joints à nous aujourd'hui pour animer cette table ronde. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Les maires de France étaient ravis de vous accueillir. Je vais quand même en guise de conclusion vous faire part de 2 remarques. La première, la question de la labellisation des manuels scolaires, c'est une question que nous avons formulée lors de notre audition auprès des parlementaires il y a quelques semaines de là, et c'est une bonne nouvelle pour nous de nous aiguiller dans l'acquisition de ces manuels. En revanche, évidemment, les villes qui ne sont pas dans les 5 plus grandes villes de France, probablement qui maintiennent l'organisation du temps scolaire réglementaire à 4 jours et demi, ont absolument besoin de ce fonds pour continuer à le faire. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Et pour terminer, le titre, c'était « L'école se transforme et se transformera avec les maires ». Je pense que c'est la conclusion de cette table ronde. Je voulais vous remercier en fait d'avoir accepté
été ce débat très ouvert. On a compris que vous étiez convaincu de la position centrale de l'école dans la réussite des communes, que la laïcité, c'était un sujet que nous partagions, que la confiance, c'était un travail aussi auquel vous atteliez, que l'attractivité, c'était un enjeu pour tout le monde, et que le pragmatisme faisait partie de votre philosophie. On vous remercie de votre participation et on vous donne rendez-vous l'an prochain. Merci beaucoup.